Je vois ce caillou à droite et je me dis oh c'est mouillé mais ça va passer. Et je vois le moment où je pose le pied et je vois le moment où mon pied ne tient pas sur le caillou et où je pars totalement en arrière. Et là, il y a ce moment où je me vois, je sais que et merde. Et là tu pars en arrière, la tête va basculer en arrière et tu sais pas ce qu'il y a dans ce trou, tu sais pas combien il y a de mètres au-dessous, tu sais pas où c'est que tu vas tomber. Et en fait donc je tombe totalement dans un espèce de petit ravin. Et je passe pas très loin d'un gros rocher et le rocher tape, coup de bol, pas ma tête, pas ma colonne, mais tape au-dessus de ma fesse, un peu à gauche de la colonne vertébrale. Et je continue à dégringoler et je tombe et je me fais arrêter par un arbre plus bas. Et là, je sais que je hurle parce que j'ai mal à ce moment-là. J'ai ma pédale qui s'est barrée, j'ai mon sac, il y a des trucs qui sont en train de se barrer, donc j'essaye d'à peu près de ramasser les trucs. Et sur le moment, en fait, j'étais énervé contre moi-même et je redépare en me disant, allez, on continue, on continue. Je suis complètement sonné et je me rends pas compte de ce qui vient de m'arriver. Allez, on se casse. C'est le mauvais endroit où on se casse. J'ai mal et je mets 4-5 km à me rendre compte que ce mal, plus ça avance et plus il est paralysant. Et au bout d'un moment, je n'arrive plus en fait du tout à avancer et même en me forçant, je n'arrive plus. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Place désormais à la deuxième partie de notre épisode consacré aux courses épiques d'Alexandre Bouchex. Il va partager avec nous aujourd'hui 3 courses épiques, sa Diagonale des Fous 2022, Kullamamen, un format 100 miles qui se tient en Suède, et enfin sa Lyon-Saint-Élion. Bonne écoute. Hello Alex, on continue la suite de tes aventures épiques ? Exactement, mais là, je me suis bien arrêté au ravitaillement, on a eu quelques jours entre les deux, il faut se relancer dans l'aventure, et c'est reparti là pour quelques nouveaux récits de course. Allons-y gaiement et avec toute l'énergie qu'on a à la sortie d'un ravito, sachant qu'il va falloir partir quand même assez vite là, dès le départ, parce que souvent on se refroidit, et il faut remonter en température très rapidement. C'est parti. 4e course, Alex, Yes. On est à mi-parcours. Tu as besoin d'un ravito, d'un tuc, d'un croissant, d'un café ? On est bien ? C'est bon. C'est la Diagonale des Fous, donc je vais te demander, comme tout à l'heure, d'associer un adjectif Laquelle ? à la diag. Laquelle ? Parce que là j'en suis... Ah oui, pardon, la 2022, excuse-moi, on remonte, on est chronologique. 2022, On est chronologique, excuse-moi. Ça c'est obligatoire, hein. Ça va être la plus chemin de croix. D'accord. Alors, je la présente rapidement, tout le monde commence à connaître bien la course, mais c'était cette année les 30 ans de la Diagonale des Fous, donc il y a 4 courses qui sont proposées dans le cadre du Grand Raid, donc la Diagonale des Fous pour les niveaux les plus avancés, la Mascareigne c'est 72 km ou le relais Ambrocal. Le parcours il connaît son lot de jungle, de cirque, de cols de haute montagne, de chemins escarpés et 10 217 mètres de dénivelé positif pour environ 160 km de course. Le parcours traverse l'île de part en part du sud au nord, est considéré comme l'un des plus exigeants au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la Diagonale du Fou est évidemment une véritable religion sur l'île de la Réunion. Je pense que tous les habitants ce week-end-là vivent pour ça, et j'imagine les semaines qui précèdent aussi. Le vainqueur gagne habituellement la course entre 23 et 24 heures, et la barrière horaire pour les derniers, là où elle était fixée à 46h30 pour l'UTMB, là on parle de 66 heures, donc ça permet de mesurer aussi l'ampleur du chantier. On parle quasiment de 3 jours de course. En 2022, vous étiez 2832 sur la ligne de départ de la Diag et 6500 coureurs au total sur les 4 courses. Petite question qui pique, la classique, Alex. J'ai pas trop compté depuis le début, la maladie n'était pas évidente, pas très simple. Et puis celle-là n'est pas tout à fait simple non plus. Est-ce que tu sais d'où vient le nom de Diagonale des Fous ? Quelle est l'origine ? Je suis pas totalement sûr. Je sais elle s'appelait pas toujours comme ça cette course, elle a eu plusieurs noms, il y a eu un truc avec la lune, etc. Et je crois que c'est un journaliste qui a donné ce nom dans un article de presse et que ça a été repris par Robert Chico à l'époque. Exactement. C'est effectivement, c'est Bernard Morin qui n'a rien à voir avec les bronzés, parce que je crois que c'est Gérard Jugnot qui s'appelle Bernard Morin. Pour Jogging International, qui a réalisé en 1994 un reportage sur la Diagonale des Fous. Et donc il a fait une pleine page avec une photo prise d'hélicoptère, et on voit des coureurs qui traversent la plaine des sables diagonale à la file indienne, et donc il a titré la Diagonale des Fous sur ce cliché, et donc ça a beaucoup plu. C'est une référence à un film avec Michel Piccoli, un film d'espionnage. Donc l'orga a adoré le nom et a demandé à Bernard Morin le droit de l'utiliser pour qualifier cette course, et donc ça date de
98. Voilà. Il y a eu 4 ans entre les deux et depuis 98, la course s'appelle la Diagonale des Fous. Le nom est incroyable. Le nom est parfait. Et parfois, le nom d'une course, rien que le nom d'une course, moi, peut te donner envie de le faire. Et là, la diagonale, le mot est parfait. La Diagonale, elle était un peu bousculée pour toi le 9 octobre, qui est le jour où tu as fait la rencontre d'une petite dalle de 3 cm. Ça a un peu perturbé les plans. Donc là, on n'était pas sur place, on était ici à proximité. J'étais à Charenton-le-Pont, j'avais terminé mes vets de gravel et je rentrais tranquillement chez moi. Et il y a eu un moment d'inattention, je n'ai pas regardé mes pieds, bon, comme souvent. Mais j'ai tapé cette petite dalle et donc je me suis retrouvé un peu trop vite au sol. Enfin, mes côtes sont allées rencontrer le bitume un peu trop vite. Et il y a ce moment où tu es par terre et tu sais ce qui vient de se passer. Et tu fais ah mince, là c'est dans 10 Tu jours. penses à la diag tout de suite là? Ah bah tout de suite. Même je pense qu'au moment en tombant, j'étais là, ah et merde. Ah et merde. Pas maintenant, pas après tout ça, pas après toute cette année. Ça n'arrive qu'une fois par an la diagonale. Tu peux pas, t'as pas le droit de. C'est interdit de se blesser à ce moment-là, quoi. Et tant pis. Et tant pis, une fois que t'es par terre et tu sais que c'est mort, quoi. Et tu sais que Donc là, t'as les bras qui prennent, mais surtout les côtes, globalement. les côtes et tout de suite, en fait, aussi. ça m'était déjà arrivé. Mais je m'étais cassé des côtes, je m'étais fêlé des côtes l'année précédente pendant la diagonale, cette fois-ci. Donc quand c'est pendant, ça va parce que c'est toujours chaud. Quand c'est avant, en fait, c'est un peu une maladie du trailer hein, cette année parce qu'il y a plein de gens qui sont fêlés des côtes ou cassés des côtes et de manière un peu plus violente que moi d'ailleurs pour la plupart de ceux qu'on connaît. Je crois que Monsieur Board, dans mon souvenir, c'est pété des côtes en plein dans la diag et je crois qu'il est passé pas très loin de se crever les poumons, quoi, enfin, d'avoir une perforation des poumons. Le vrai risque, en fait, il est là parce que quand tu te les fêles ou tu te les casses, tu ne peux rien faire. Tu vas avoir mal. Donc, à part utiliser des antidouleurs, tu peux rien faire. Mais bon, les Doliprane, ça marche qu'un temps. Le vrai problème est que donc, dès que tu respires, t'as mal. Dès que tu rigoles, t'as mal. Dès que tu bouges, t'as mal. Quand tu essaies de dormir d'un côté ou de l'autre, t'as mal. Donc, grosso modo, t'as mal tout le temps. Et quand c'est à 10 jours d'une diagonale, tu sais que ça va prendre. Moi, ça va généralement assez vite, mais 3 semaines, 1 mois à se réparer. Mais que pendant 3 semaines, 1 mois, tu vas avoir cette douleur. Et il n'y a rien à faire. À part la soulager, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien à faire. Et ce qui est généralement conseillé, c'est de pas trop bouger, parce que si tu veux pas avoir mal, tu bouges pas, quoi. C'est comme quand quelqu'un qui me dit, quand j'appuie à cet endroit-là, j'ai mal. Appuie pas, quoi. C'est à peu près le même truc. T'as le souvenir d'une douleur qui était intenable? Intenable, non, parce que j'ai un niveau, mais je me suis appris à avoir un niveau de seuil de résistance à la douleur qui fait que ça va. Mais c'est comme pas mal de trucs où je me remets quelques années en arrière, je me mets cette douleur, mais même pas je bouge de mon canapé, quoi. Donc là, j'avais 2 strates. C'était soit me dire, ok, tu te reposes jusqu'à la diagonale pendant 10 jours, tu fais rien. Et sur la diagonale, ça fera mal, mais voilà, il va falloir le vivre de manière intense, mais qu'à partir de la diagonale. Et pendant 10 jours, tu fais rien. C'est pas la strate que j'ai choisie. La strate que j'ai choisie, c'est tu vas avoir mal de toute façon. Donc autant habituer le maximum ton corps à cette douleur, à cet endroit-là, et donc à continuer à courir dessus. Et c'est ce que j'ai fait pendant 10 jours. Et alors là, j'ai vraiment des souvenirs de quand je rentrais du bureau jusqu'à chez moi en courant mes 2-3 heures à l'habituel, des souvenirs de serrage de dents et de presque chialer en courant, tellement ça faisait mal et tellement je me disais putain mais t'es con de continuer, quoi, mais pourquoi tu continues? Et au bout de 10 jours quand même, j'ai quand même réussi à faire comprendre à mon corps qu'il était capable de courir avec cette douleur-là. Et donc je suis arrivé sur le départ de la diagonale avec, certes en ayant mal, mais en ayant habitué mon corps à déjà avoir mal à cet endroit-là. Et donc ma seule véritable crainte et le seul vrai problème, moi, que je me trouve à des côtes fêlées quand tu te les fais juste avant une course, c'est que psychologiquement, tu as peur de retomber dessus. Et parfois, la peur de la chute est pire que la chute en elle-même, parce que surtout quand tu veux faire la course, quand tu veux être un peu aux avant-postes, tu as peur de tomber, donc tu as plus d'appréhension, donc tu vas plus lentement. Et souvent, en ayant plus d'appréhension, tu fais pas les bons choix, les bons gestes. Et le risque quand tu tombes sur tes côtes qui sont déjà fêlées, c'est que ça vienne perforer tes poumons. Et là, on rentre dans un autre délire qui est quand même vachement plus grave d'un coup. Mais donc, ouais, j'arrive sur la diagonale avec ce souci. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a très peu de courses où j'arrive à arriver pas blessé, moi. Donc, et on me le reproche assez d'ailleurs d'en parler à chaque fois. Mais en l'occurrence, c'est accidentel là pour le coup. Ouais, mais même là, hein, tu sais que parfois, ça en devient complotiste. Il y a des mecs qui m'expliquaient que c'était faux et que j'inventais ce truc-là, etc. pour créer du buzz. Putain, j'ai pas que ça à foutre les mecs. mais ouais, faudra que je trouve une prochaine maladie pour les prochaines parce qu'on peut pas faire la même à chaque fois. Enfin, faudra que je trouve autre chose. Donc, je sais pas ce que je me. T'as déjà fait une course avec le Covid, non? Je crois que j'ai jamais eu le Covid. Ok. Je crois que j'ai jamais eu Ça le peut Covid. être une idée donc, pour l'année prochaine, peut-être. Une course où tu découvres la veille que t'as le Covid. Pour de faux, bien sûr.
Ah, pour de Pour faux. de faux. Ah bah oui. Faire la stratégie. Bah oui. Pour La- nourrir le mythe. Ouais, bah, la jornette, c'est comme on l'appelle dans le milieu. Mais tu vois pas, mais en fait, je dis que les gens sont complotistes, mais même moi, j'étais complotiste à ce moment-là. On s'est tous demandé est-ce qu'il l'avait vraiment eu, est-ce qu'il l'a pas eu, est-ce qu'il est en train de se créer un truc, une forme de communication dans lequel où, voilà, pour replacer, c'est Kylian Jornet, donc a priori eu le Covid quelques jours avant le départ de cette UTMB. Et donc, il a été absent des médias, etc. Donc, est-ce qu'il n'avait pas créé tout ça pour ne pas avoir cette pression dans les médias avant? Est-ce qu'il a créé ça de manière à ce que si ça se passe mal, on dise, bon, de toute façon, il a eu le Covid, ou si ça se passe bien, mais quelle étoile absolue, parce qu'il l'a fait alors qu'il avait eu le Covid. Donc, même Pour moi, les en autres tant que coureurs, en fait, complotiste, même le fait qu'il y ait une incertitude sur sa présence sur la ligne de départ pour les gens qui jouaient, les coureurs qui jouaient la gagne, je pense que c'était aussi déstabilisant de ne pas savoir. Je dis pas que c'était intentionnel ou pas, mais en tout cas, il y avait un enjeu aussi pour les autres coureurs. mais c'est drôle, tu vois, parce que nous, on fait partie de toute cette biosphère qu'il y a autour et de tout ce de brouhaha et ce blabla qu'on fait avant et pendant les courses. Mais donc même moi j'ai été en mode mais est-ce qu'il l'a pas inventé, tu vois, alors que très certainement qu'il l'a eu. Et en J'ai fait pas l'impression que ce soit le genre. juste il l'a eu, deux, il a voulu s'isoler parce que il est respectueux des autres et il est tellement fort qu'il a gagné en battant le record. Mais donc même moi j'en suis arrivé là et donc je comprends aussi les gens qui se disent que c'est pas possible de se péter les côtes et de faire partir sur la diagonale, mais désolé les mecs, c'est possible en fait. C'est quoi ce que t'aimes le plus de la Diag? Qu'est-ce qu'elle a comme course qu'ont pas les autres? Le mythe est plus grand. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres endroits où il y a des mythes et que j'aime ça. Quand je suis parti en Suède, et le Kullamamen, il y a le mythe. Et donc, cet aspect mythique me plaît. Me confronter à un mythe, ça me plaît. Essayer de se dire que, en fait, ce qui est dingue, c'est sur la Diag, peu importe ce qui va se passer, il va toujours se passer une nouvelle histoire et il va toujours être épique. Peu importe la Diag que tu fais, qu'elle se passe bien, pas bien, il y aura toujours des choses à raconter. J'en ai fait 3 maintenant. Et les 3, à chaque fois, je me suis pris des claques énormes, positives ou négatives. Mais je suis revenu à chaque fois différent de la réunion. Et donc il y a cet aspect mythique qui rend tout, le moindre truc qui va se passer, même si ça aurait pu m'arriver sur d'autres courses, là-bas ça va prendre une ampleur totalement dingue. Il y a ça, il y a, on va pas se mentir, hein, la beauté du paysage, c'est Jurassic Park, c'est clairement Jurassic Park, tu cours et tu te demandes s'il n'y a pas un tyrannosaure qui va te sauter dessus, quoi. D'ailleurs, ils n'ont jamais creusé cet aspect-là, mais je pense qu'ils devraient, en termes de marketing, si un jour il commence à couler et à plus avoir trop d'instructions, je pense qu'ils devraient introduire un peu cet aspect Jurassic Park et grand raid du Jurassic. Ou sinon, si eux le font pas, bah moi je le ferai à un endroit. Je vais faire une course avec des dinosaures ou des trucs. Faut faire un truc. Je pense que c'est deux univers qui peuvent coller ensemble. Un costume de dinosaure, je pense que ça peut se faire aussi. Ah bah il y en avait sur l'UTMB. Il y avait les copains de Cathy Child, qui juste avant la tête au vent, c'était extraordinaire. On sort de... ouais, je rebondis sur une autre course, mais... on sort de Valorcine, on va chercher le bas de la tête au vent. Moi, Cathy, elle vient de passer 3 ou 4 minutes avant moi, Cathy Child, donc qui remporte l'UTMB. Oui. Et elle a un troupeau de supporters super sympa. C'est en grande partie des gens de chez North Face, mais c'est aussi des copains de Cathy et de Germain. Et ils avaient mis une pancarte, et il y a un moment où il y a marqué Jurassic Park, genre 200 mètres. Et tu vois rien. Bon, ce qui est drôle, c'est que juste avant, j'avais croisé. T'avais Ludovic Pomeray assis sur une chaise de camping. Et donc, t'as Ludovic Pomeray sur une chaise de camping qui te tape dans la main. Puis t'as un panneau de Jurassic Park. Tu fais, mais qu'est-ce qu'on est? On est à quel endroit? Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était juste avant la tête au vent. Ils étaient 4 ou 5 déguisés en dinosaures et ils te couraient après. Et t'es au bout de ta course, t'es en train de faire ton top 20 et tu te fais courir après par des dinosaures sur l'UTMB. Quand tu racontes ça, c'est drôle. Et moi, c'est des souvenirs en plus. Mais donc, pour en revenir sur la diagonale. Donc ce qui est d'exceptionnel, c'est le mythe. Ce que je trouve d'exceptionnel, c'est le mythe. 2, les paysages. Et 3, elle est dure. Elle est sacrément dure, cette course, quoi. Il y a ces espèces de 70 premiers kilomètres où, sur le papier, pour l'avoir fait, tu sais que ça doit avancer, mais t'arrives à Sillaos, t'es quand même un peu entamé, mais tu dois pas être entamé parce qu'à partir de Sillaos, ça va être le moment le plus dur. Le Thai Beat, traverser tout Mafat. Mafat, c'est un enfer chaque année. Et quand tu sors de Mafat, tu penses, et tout le monde t'a dit que la course était terminée, mais dans la réalité, t'as 42 km qui sont encore pires. T'as le chemin Cala, le chemin Ratino et le chemin des Anglais. Celui-là, il est amusant. Et le Colorado et la dernière descente, on ne dit pas à quel point c'est un enfer absolu quand tu termines la diag. Mais donc, tout est dur et c'est ça qui est bien. Et on interdit les bâtons, donc on interdit ce truc-là d'aide en plus. Bon, l'assistance, il y a encore de l'assistance, mais je pense qu'ils devraient aussi l'interdire. Mais voilà, ils n'essayent pas de te simplifier la vie là-bas. Ils rangent pas les cailloux sur le chemin, ils te rajoutent pas trop de cordes, etc. Donc elle est dure et c'est ce qui fait aussi qu'elle est bien. C'est parce qu'on est dans l'adversité dans cette course. T'acceptes facilement de devoir revoir tes ambitions compte tenu de ta blessure, parce qu'il y avait une idée de top 10, si je me trompe pas. Est-ce que c'est compliqué de renoncer avant d'y aller, si c'est le cas en tout cas?
Bah, en fait, une fois que, donc, avec cette chute sur les côtes quelques jours avant, très rapidement, je me dis, bon, bah, c'est plus possible, oublie ce truc du top 10, parce que déjà, il va falloir tenter d'aller au bout, essayer de gérer le mieux possible ta course de cette manière-là. Donc, avant, cette partie-là était très facilement accessible. Après, est-ce que tu veux revenir au deuxième fait de course, qui là va être une acceptation très différente. Allons-y. Ah bah, attends, je te la fais rapide, mais Bon, t'es parti comme une balle sur les moi, je suis parti comme une balle. Je suis sur parti. les premiers kilomètres. Je trouve que je suis parti. Je trouve que la Diag est partie moins vite que les autres années, et donc bah, moi, je pense que je continue à m'améliorer. Et je me connais, et je sais que maintenant, je peux partir à 3,20, 3,30, 3,40 sur les premiers kills. Il n'y a pas de problème. Et cette année, c'est pas parti. Les autres sont partis moins vite, en fait. C'est surtout ça. Mais effectivement, je me retrouve en tête, et ça, c'est un truc à vivre totalement fou. Je l'avais déjà fait sur UTMB de me retrouver en tête, mais ça avait duré 3 bornes, et les gens n'étaient pas très très loin derrière. Là, sur la Diag, je me retrouve en tête pendant 7 bornes. Et le départ de la Diag, il y a encore 1000 fois plus de monde que le départ de l'UTMB. C'en est assourdissant. Et quand tu es tout seul et que tu as les motos et que tu es obligé de poster les motos et que tu as le mec de Réunion La Première ou de Radio Freedom qui est en train de faire l'interview en direct et que toi, tu arrives à applaudir les gens. Enfin, je vis un truc de dingue pendant 7 bornes et j'en profite à fond. Pas calculé, là, t'es parti. Enfin, tu te retrouves Je suis dans parti cette à mon rythme. situation-là. Ouais. Je me partais à mon rythme, qui est un rythme rapide, mais je sais que de toute façon, il faut partir vite sur la Diag. Et ce que je m'étais dit, c'est que de toute façon, j'allais mettre un coup de frein à main, comme je mets à chaque fois, une fois que la machine était bien chaude, et je rentre dans un rythme un peu plus peinard, c'est pas le mot, mais un peu moins dans le rouge. Je veux pas rester dans le rouge trop longtemps. Et donc ça, je mets mon coup de frein à main, je laisse passer un peu de monde, et vers le kilomètre, par 40, 45, 50, je dois être à mon objectif, qui était d'être entre la 20e et la 40e place. Je voulais arriver à Sillaos entre la 20e et la 40e place, et à partir de Sillaos, la course commence, et là, j'accélère. Sillaos, c'est la première base vie vers le kilomètre 75, dans mon souvenir. Donc passer toute la première nuit en me préservant et bien arriver à Sillaos. Tout ça se passe à merveille. Je me fais doubler par tout le troupeau d'élite au tout départ. Je me fais reprendre par Courtenay vers le kilomètre 20. Je me fais reprendre par Germain, pareil, vers le kilomètre 25. Donc eux qui ont pris des départs bien plus prudents et on a vu le résultat que ça a pu donner. Donc ils ont eu raison. Par la suite, je fais un bon bout de course dans la nuit avec Antoine Guillon. Et il se passe que... il pleut cette année, il pleut, on est quand même sur un terrain qui est assez technique vers le kilomètre 50 dans mon souvenir, et c'est des monotraces dans la forêt montante où à droite t'as le vide, quoi, grosso modo. Il y a un petit amas de personnes qui sont en fait des personnes du Zambrocal et qui sont au milieu du chemin, et je fais le mauvais choix de me dire je veux pas perdre 10 secondes à freiner, à passer, etc. Je vais essayer de les passer sur le bord, je vais faire deux petits sauts là. Et voilà, je vais les esquiver, je vais passer à travers. Et en fait, ils flottaient, donc tout était trempé. Et c'est marrant parce que je vois l'image de ces 5 personnes. Je sais pas pourquoi, je prends pas le temps. C'est vraiment une erreur de course. Hein. Mais je prends pas le temps et je me dis, hop, tu vas mettre un petit. Là, il y a 2 rochers, tu mets 2 petits pas à droite, ça devrait passer. Tu fais rebondir, tac, tu repasses sur le chemin, re-rocher, re-chemin, et tu vas réussir à les passer. Un peu comme quand on joue aux dames et qu'on saute 2 joueurs. Même principe. Et dans mon souvenir, eux, ils étaient 4-5 et c'est parce qu'ils s'étaient arrêtés parce qu'il y avait des personnes qui vomissaient. Et donc, bon, toi, j'avais pas besoin, les personnes étaient en sécurité, j'avais pas besoin de m'arrêter pour eux, quoi. Enfin, ça aurait fait juste créer une personne en plus, ça aurait servi à rien. Et je vois ce caillou à droite et je me dis, oh, c'est mouillé, mais ça va passer. Et je vois le moment où je pose le pied et je vois le moment où mon pied ne tient pas sur le caillou et où je pars totalement en arrière. Et là, il y a ce moment où je me vois, je sais que. Et merde. Je crois qu'on a déjà eu un tout à l'heure de et merde. Mais c'est voilà, le moment de cette chute, mais je me vois au moment où et merde et ah putain, et là tu pars en arrière, la tête va basculer en arrière et tu sais pas ce qu'il y a dans ce trou, tu sais pas combien il y a de mètres au-dessous, tu sais pas où c'est que tu vas tomber et en fait donc je tombe totalement dans un espèce de petit ravin et je passe pas très loin d'un gros rocher et le rocher tape coup de bol pas ma tête, pas ma colonne mais tape au-dessus de ma fesse, un peu à gauche de la colonne vertébrale. Et je continue à dégringoler et je tombe et je me fais arrêter par un arbre plus bas. Et là, je sais que je hurle parce que j'ai mal à ce moment-là. Et j'entends les gens en haut et je les entends en fait. Oh putain. Et t'es en dévers, t'es plusieurs mètres en dessous. Ah oui, je suis 2-3 mètres au-dessous en fait. Dans des espèces de. Je sais pas. Il y a entre des rochers, un arbre, une liane. J'ai ma pédale qui s'est barrée, j'ai mon sac, il y a des trucs qui sont en train de se barrer. Donc j'essaie d'à peu près de ramasser les trucs. Et pour ressortir, je sais qu'en fait, j'ai le souvenir que j'arrivais pas à grimper tout seul sur le chemin. Déjà parce que j'avais mal, mais en fait, j'arrivais pas parce que c'était trop pentu et c'était trempé parce qu'il pleuvait. Et j'ai le souvenir d'avoir, en fait, ces personnes qui étaient en train d'aider la personne qui vomissait, m'ont vu tomber.
Et il y en a un des deux qui me tendait le bras. Il était tenu par l'autre, par la ceinture, par l'arrière, pour pas qu'il se casse la gueule lui aussi. Et ils ont réussi à me remonter. Et sur le moment, en fait, j'étais énervé contre moi-même. Et donc, je m'excuse de les avoir gênés, dérangés. Eux, ils s'excusent de m'être fait tomber. Et je redépart en me disant, allez, on continue, on continue. T'as Et c'est pleinement bon. tes esprits là ou t'es un peu KO debout? Là, je suis complètement sonné en fait. Je suis complètement sonné et je me rends pas compte de ce qui vient de m'arriver. Allez, on se casse. C'est le mauvais endroit, on se casse. J'ai mal et je mets 4-5 km à me rendre compte que ce mal, plus ça avance et plus il est paralysant. Et au bout d'un moment, je n'arrive plus en fait du tout à avancer. Et même en me forçant, je n'arrive plus. Je me rends compte que j'ai une espèce je me demande si c'est pas pété au niveau du coccyx ou voilà, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai une espèce de forme, je le sens, de douleur, d'hématome géant au-dessus de la fesse, et à chaque fois que mon muscle fessier vient faire ce geste de ramener la jambe, ça vient C'est-à-dire appuyer une dessus. fois toutes les demi-secondes à peu près. Voilà, quand tu cours, c'est régulier. Et donc je me rends compte que j'arrive plus à courir, et donc j'arrête de courir, et donc je marche, et donc je fais ah putain, là c'est la merde, et je commence à me faire doubler, et puis là, plus ça avance et plus je ralentis, plus en fait, plus je marche et je titube. Et tiens, pour descendre un caillou, maintenant j'ai besoin de mettre mes mains. Ah putain, maintenant j'ai besoin de mettre mes mains aussi pour monter les cailloux. Là, pour marcher, j'ai besoin de m'aider des arbres. Et là, je comprends qu'en fait, c'est fini. Je comprends que le top 10, toute ma stratégie, tout ce qui a été mis en place, l'entraînement de la dernière année est terminé. Et je me fais doubler par beaucoup de monde. Et le problème quand t'es casquette verte, c'est qu'on te reconnaît avec ta casquette verte, forcément. Mais on te demande qu'est-ce qui t'arrive. Et donc tu commences à raconter ce qui t'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'ai dû raconter, je pense, allez, peut-être 70 ou 80 fois ce qui m'est arrivé. Et tu te fais doubler par tout le monde. Donc ça, c'est terrible. Et tu vois le nombre de personnes qui passent. Et les gens voient que t'es pas bien. Et donc ils s'arrêtent tous pour t'aider. J'ai été étonné d'ailleurs du nombre de personnes qui m'ont proposé des produits interdits. Parce qu'on te propose des Doliprane, mais on te propose aussi là, un truc entre eux, très dol, Ah, comme ça. ouais, je sais Enfin, pas. un antidouleur qui est interdit. J'ai été étonné par le nombre de personnes qui en avaient sur eux. Et je sais qu'en fait, il y en avait qui avaient un peu trop peur pour moi, donc ils sont allés prévenir les gens du ravito d'après. Les gens du ravito d'après débarquent avec le médecin, etc. Enfin, on leur explique que je suis tombé de 2 mètres de haut, peut-être la première, donc les médecins ils sont un peu apeurés, donc moi je suis obligé de leur dire oui, j'ai mal, etc. Mais bon, vous inquiétez pas, je me connais. Je connais la date, je connais mon lieu de naissance. Voilà, exactement, tu es obligé de leur dire ça, de les rassurer. Au ravito, ils me prennent, je sais plus, tu sais, le niveau d'oxygène, et, ils me font un peu les checks, etc. Moi, je leur dis, de toute façon, je peux pas, enfin, je vais redescendre, hein, je vais descendre à Sillaos. Et dans ma tête, en fait, je sais que là, je commence déjà à me dire, dans la descente, j'ai marché 6 ou 7 heures, hein. Mais donc, dans la descente, je commence à me dire, bon, de toute façon, là, tu peux plus continuer, donc tu vas arriver en bas et tu vas abandonner. Et je commence à chialer. Et ça m'arrive rarement, moi, de pleurer sur les courses. Je pleure plus souvent de joie que d'autres choses, mais là, je pleure de déception de moi-même et de me rendre compte de mon incapacité sur le moment où ça arrive, quoi. C'est putain, mais t'es incapable là, quoi. Un peu comme quelqu'un qui se réveillerait d'un coma et tiens, on t'a coupé les jambes dans la nuit, hein. Pas de bol, mon gars, mais c'est fini. Et donc, ça, c'était assez difficile. Et donc, je m'étais dit que j'allais arriver en bas et que j'arrivais pas à prendre la décision moi tout seul. J'avais pas le courage de prendre la décision de m'arrêter. Et en fait, j'attendais ma copine qui était sur la course et je savais qu'elle allait pas tarder à me doubler. Et donc, je voulais en parler avec elle, de dire bon, bah, je fais quoi? Est-ce que je tente ou est-ce que je tente pas? Et on Est-ce se que met tu d'un- attendais qu'elle te dise de continuer ou pas? Est-ce que c'est ça que tu cherchais Et ou moi, je tu te- pensais qu'elle allait me dire continue. Je pensais qu'elle allait me dire continue. Et en fait, elle m'a dit non, non, mais là, c'est bon. Enfin, regarde ton état. Regarde ton état. Regarde dans quel état. T'as la Suède, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas pas te lancer dans ma fat comme ça. Tu arrives en bas, tu t'arrêtes. Et puis voilà, c'est pas grave. Et on se met d'accord un peu là-dessus de bon, bah allez, j'arrive en bas, je vais m'arrêter. Je lui dis laisse-moi là. Pars devant, je vais te Pars ralentir. devant, pars devant. C'est un peu ça. Et donc, se passe ça, j'arrive à Sillaos, et donc là, je suis encore une fois un gros lâche, je n'abandonne pas tout seul, je ne souhaite pas abandonner tout seul, je me dis, bon, bah, tu vas aller voir les médecins, comme ça, c'est eux qui vont te mettre hors course, donc comme ça, c'est pas toi qui prendras la décision d'abandonner, ce sera d'autres personnes qui le feront pour toi. Et là se passe ce moment bon, déjà assez gênant où tu te retrouves avec 7 médecins qui sont bien contents de tripoter casquette verte et de le voir cul nu au milieu du truc. Et de publier sur Instagram toutes Ah, les photos de tes là, fesses. là, ils sont assez Non, cool parce ils sont que restés dignes. ils sont voilà, ils demandent avant s'ils peuvent prendre des photos. Je fais, bon, ouais, calmez-vous. Et non, non, et donc la médecin à ce moment-là me tâte, etc. Elle me scute un peu dans tous les sens, elle me pose toutes les bonnes questions et grosso modo elle me dit bon, mais c'est pas cassé quoi.
c'est pas cassé, tu t'es rien fracturé, t'as un énorme hématome, certes, mais tu prends un Doliprane et tu te casses, quoi. Sur les côtes, ça n'a rien changé. Sur tes côtes fêlées, ça Moi, n'a pas eu d'impact. en fait, j'avais mal, mais Pas plus, pas moins. pas plus, pas moins, quoi. Enfin, mal comme t'as été choqué et ton ossature a été un peu violentée, mais ça m'empêchait pas d'avancer, quoi. Et donc, elle me dit ça, alors que ça faisait donc 7 heures que je marchais, elle me dit, tu prends un Doliprane et tu te casses. Et là se trouve un moment un peu particulier où je sors du médecin en faisant, bon, allez, on tente l'affaire, et je commence à calculer dans ma tête. J'étais sur une moyenne horaire de moins de 2 km/h sur les derniers kilomètres, et j'étais en train de calculer, ok, bon, la barrière horaire c'est 66 heures, ça passe à 2 ou 3 heures près, ça allait passer. Et donc je me dis, c'est possible. Et donc là où j'étais arrivé en mode, bon, tu vas abandonner, elle m'a recréé aussi une forme d'espoir, de se dire, attends, tu t'es pas venu sur la diagonale pour ne pas le faire. Et je crois que je suis 4 centièmes à Sillaos à ce moment-là, donc je me suis quand même bien fait doubler par un bon 380 personnes, dont, allez, 360 sont sympas, et il y en a 20 qui étaient bien contents de doubler Casquette Verte. Eux, là, mais vous les mecs, heureusement que derrière je vous ai redoublé salement, parce que vraiment, mais vous êtes des chiens de la casse. Et donc ça, je repars du médecin, je vais chercher mon sac d'assistance, et là je vois ma copine, et je la vois, et je me dis, c'est bizarre, elle devrait déjà être partie depuis 1 heure ou 2 heures. Et en fait, elle, entre-temps, s'est blessée. Et donc là se retrouve un moment assez bizarre de notre vie de couple, dans lequel moi, on s'était mis très d'accord juste avant que moi j'abandonnais et que elle faisait la course pour nous deux. Et là se trouve le moment où en fait elle me dit non, je peux plus. Et moi finalement qui dis moi je vais le faire. Et donc là c'est ce moment de merde, est-ce que dans ma vie de couple, est-ce qu'elle va pas m'en vouloir de l'abandonner alors qu'elle elle abandonne, est-ce que je devrais pas finalement abandonner avec elle et allez on va se boire des pintes au bord de la plage. Mais donc non, et donc on se met d'un commun accord de je tente le coup, et là commence une autre course là juste quand le docteur te dit d'y aller, toi tu te dis putain mais ouais elle a raison, c'est ça qu'il faut faire. Il se passe quoi? C'est facile de te faire re-switcher parce que tu avais plus ou moins renoncé. Moi j'avais totalement renoncé, c'est là où j'ai été moins fort, et c'est là où elle a réussi à me faire switcher, et elle m'a remis dans un mood où peu importe la douleur, je vais y aller. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que faudrait que je regarde et que j'analyse précisément, mais je pense qu'entre Sillaos et Deux Bras, je pense que je dois faire 3e ou 4e meilleur temps de la course, parce que je repars de Sillaos, j'hurle de douleur, parce que je me force, et elle m'avait dit grosso modo, tu vas te forcer, ça va chauffer, à partir du moment où ça sera chaud, ça sera bon, mais par contre dès que tu vas t'arrêter et ça va continuer à grossir et l'hématome va continuer à grossir, là ça sera fini ta course. Enfin ça sera fini, tu pourras plus, tu peux souffrir une fois avec 1000 douleurs, mais voilà, avec 1000 douleurs tu pourras pas souffrir 2 fois. Et donc se passe ça, et donc je repars et je hurle jusqu'au pied du taille-bit, et au pied du taille-bit en fait ça y est je suis chaud, et là je repars pleine balle, je monte le taille-bit pleine balle, je traverse ma fat comme j'ai jamais traversé, vraiment vraiment très vite, c'est à dire que je cours véritablement comme si de rien n'était. C'est toi qui coupe la douleur, enfin c'est le cerveau qui a débranché elle existe, cette connexion je sais que c'est là, et je le sens parce que j'ai vraiment, quand je touche, j'ai cet hématome, cette corne qui me pousse au-dessus des fesses qui est pas normale. Ça fait cette 3e fesse qui me pousse au-dessus des fesses. Et donc tu sens qu'elle est toujours présente, tu n'arrives pas à l'occulter pleinement, mais tu réfléchis pas quoi. Je ne réfléchis pas, et c'est déconnecté. Et ma fat je le passe mieux aussi parce que d'habitude il fait terriblement chaud, et donc là cette année il a plu, donc c'était limite agréable en plus. Et surtout je redouble 300 personnes, et donc là psychologiquement quand tu avances et que tu arrives sur quelqu'un et que tu passes 2 ou 3 fois plus vite que lui, tu te rends compte de ta force à ce moment-là, et ça donne encore plus envie d'avancer. Et donc je vis le meilleur Mafat de toute ma vie. Sur mes 3 GI, c'est le meilleur Mafat. Par contre, à Deux Bras, là, ça y est, ce regain d'énergie s'arrête. Et je pense aussi le fait d'avoir ultra accéléré, de m'être mis dans le rouge, m'a usé. Et donc là, à partir de Deux Bras, il n'y a plus personne. Et donc les 42 km, là, c'est le dernier marathon. Je le fais en marchant titubant. Et là, ça devient très, 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 très long, quoi. Tu t'accroches à quoi? Oh de toute façon, voilà, j'avais déjà fait le taf. Tu sais que tu finis à ce moment-là? En fait, grosso modo, une fois que tu passes, Deux Bras, que tu montes Dodane, que tu arrives à Dodane, ce dernier marathon, tu peux le faire en marchant, quoi. Et ça va juste être long. Donc je sais que ça va être long. Et en fait, je calcule juste que je ne dois pas perdre trop de temps parce que ma copine va m'attendre. Et elle avait pris un avion un peu ric-crac par rapport au retour à Paris et à la fin de la course. Donc je sais que si je veux pouvoir un petit peu profiter quand même de Saint-Denis, de la Réunion et de ma copine, il faut quand même que je me grouille un peu. Et donc
je me dépêche pour essayer d'arriver à une heure où on peut directement aller boire des pintes tranquillou, quoi. Donc tu réussis à relancer un petit peu? Je relance pas, je marche. D'accord. Je marche et c'est les 42 pires kilomètres de ma diagonale que j'ai jamais pu faire parce que c'est très long et surtout quand tu l'as vécu l'année d'avant et j'avais fait... Là je mets 35 heures, l'année d'avant je me remets 28 et quand tu cours et ça se passe très bien quand tu mets les 28 heures et que tu vois à quelle vitesse tu peux avancer sur le chemin des Anglais en montant le Colorado et là que tu vas juste 3 fois plus lentement. Le temps est vraiment long quand tu vas lentement sur un endroit où tu sais que tu peux aller très vite. Et tu ressasses beaucoup? Enfin, t'arrêtes pas de te dire que de Oh, te bah, comparer ou est-ce que t'arrives d'une fois que oui, tu y as pensé une complètement. fois, tu arrives à occulter et puis tu es juste en mécanique et tu Complètement. débranches Ah, le mais cerveau? ce qui est terrible, c'est qu'en fait, vu que je ne suis pas dans ma manière d'avancer à 90-100% de ce que je sais faire, vu que je suis à 70%, c'est tranquille. Bizarrement, c'est ultra tranquille. Je souffre, j'ai mal, je marche, mais vu que je marche, c'est facile en fait. C'est très très facile de faire la diagonale en marchant. Donc je suis totalement conscient et je suis totalement lucide de ce qui se passe, de ce que je suis en train de vivre, je suis déjà en train de me débriefer ma propre course, qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé. Et je comprends très vite qu'au final, le problème a été que j'ai voulu gagner 10 secondes et que j'en ai perdu 10 heures. Et que ça s'est joué là-dessus et que donc voilà, j'ai appris une nouvelle chose. Je venais pour faire un top 10 et je suis reparti avec une 101e place. leçon de vie. Ouais, aussi. Une leçon de vie. Non, mais c'est anecdotique Bien la sûr, bien 101e sûr. place. Mais je suis reparti avec une leçon de vie et j'ai appris un nouveau truc aussi, c'est que gagner 10 secondes, parfois ça sert à rien. C'est se mettre en danger, ça aurait pu être plus grave. Donc se mettre en danger, parfois ça sert à rien. Cette prise de risque, elle doit rester mesurée sur les ultras parce que sur un temps long comme ça, se foutre dans le risque, parfois ça sert à rien d'aller aussi loin dans le risque. Le gain marginal est trop faible. C'est ta course sur qui était la plus forte en apprentissage pour toi aujourd'hui? Non, parce que les deux autres diagonales étaient aussi très très fortes. Ça m'a mis une bonne claque parce que j'avais prévu de mettre 10 heures de moins. J'avais prévu de mettre 10 heures de moins et finalement mettre 10 heures de plus. Et quand même réussir à passer d'un moment où c'était déjà fini, j'avais déjà rendu mon dossard, il était déjà déchiré, j'étais presque déjà au choco bleu en train de boire ma pinte. J'y étais déjà avant d'arriver à Sillaos et que finalement tu peux toujours terminer. Superbe apprentissage là-dessus. T'as encore des belles pages à écrire là-bas? Ouais, là j'y retourne déjà en 2023, c'est certain. Je sais pas si j'arriverai en termes de temps et de classement à faire mieux que 2021, la 18e place avec le 28 heures et des brouettes. Je crois que les brouettes c'est des secondes. C'est pas 42. Mais je sais pas si j'arrive à le faire parce que j'ai le souvenir de cette course où certes il y a des trucs à améliorer, etc. Mais qu'en fait tout se passe aussi bien pour pouvoir rentrer dans un truc comme ça. Est-ce que ça pourra me réarriver? Je suis pas sûr. En tout cas, pour pouvoir en être sûr, il faut que je le tente. Donc pour ça, je vais retourner en 2023. 2024, je sais pas, parce que peut-être d'ici 2024, on aura fait une Daft Punk. Mais ça, c'est le temps. Mais oui, il y a encore à faire là-bas, quoi. Et ta copine aussi, j'imagine. Ah Elle va pas s'arrêter en chemin. Je suis certain qu'elle va y aller avec des dents acérées l'année prochaine. Et j'ai aussi hâte j'ai aussi hâte pour elle, quoi, d'une certaine manière. On passe à la course suivante, Alex, la Yes. 5e. Kuhlamanen, tu le dis très bien. Quel adjectif t'associerais à cette course? Alors, La plus. Il nous reste imprononçable, fêlée, brumeuse, rigolante et féroce. Je pense qu'imprononçable, c'est quand même, on est obligé, quoi, parce que quand c'est un truc, ça ressemble à un nom de pâtisserie bretonne, alors que pas du tout. Oui, ça ressemble à Queen Amman, effectivement. Ouais. J'ai cherché une question qui pique sur le Queen Amman. T'es passé à 2 doigts de ça, mais il y aurait bien pire que ça. Donc ça c'est en Suède, cette course. Il y a plusieurs formats entre 20 et 161 km sur la magnifique et sauvage Kullaberg. La course, elle figure dans le calendrier de l'UTMB World Series. C'est aussi une des raisons, j'imagine, qui t'y a poussé. Pas du tout. Aucun rapport. Donc c'était mes questions. On aura la réponse tout à l'heure, mais c'était pas la quête au Rolling Stone. C'était l'aventure scandinave peut-être. Tes origines vikings qui remontent. Le parcours aventureux emprunte des sentiers de montagne étroits et sinueux, des vues à couper le souffle sur la mer et la terre, des falaises abruptes et traverse une sublime forêt de hêtres, dixit l'organisation. Le format 100 miles, il s'appelle autrement Paradis Mer Enfer. Donc je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, tu vas nous le raconter. C'est 163 km, un peu plus, pour 2150 mètres de dénive. Et donc vous passez par pas mal de réserves naturelles dont je ne vais pas m'essayer à dire le nom. Même chose pour le parcours, puisqu'il y a beaucoup d'autres consonnes et pas assez de voyelles. J'ai une question relative à cette course qui se tient en Suède, je te l'ai dit. Il y a un groupe
piliers de la pop. Ah bah. Bravo. Alors ça, c'est effectivement, c'est une bonne première partie de réponse. Ma question qui pique va concerner leur double concert londonien qu'ils ont fait en 1977 au Royal Albert Hall. Les demandes de billets pour ces concerts-là se faisaient à l'époque par envoi postal. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui ont envoyé un courrier pour essayer de choper un ticket pour aller les voir au Royal Albert Hall? Ça se faisait par poste. T'imagines? Et vraiment, on vit dans une vie où Internet c'est cool quand même, parce que mal. quel enfer ça devait être pour aussi bien pour les gens qui demandent. Allez, je vais te donner un indice même pour te donner l'idée de proportion. Allez, à 500 000 près. 500 000 près. Ah ouais, j'étais pas du tout. On est dans ce registre-là. J'étais pas du tout. Ouais, faut que t'es quand même. C'est insoupçonnable. Enfin, insoupçonnable. 2,5 millions, ça me paraît énorme. Ouais, 3,5 millions. 3,5 millions de personnes. Ouais, vous avez de quoi remplir la salle, je pense, pendant. Il y sera encore, je pense, aujourd'hui, à mon avis, avec tout. Mais maintenant, je sais pas si tu sais, mais ils continuent en fait à faire des concerts à bas, mais ils trichent. En fait, ils utilisent des hologrammes. Ouais. Ils sont tranquillement à recevoir leurs royalties du côté de Stockholm. Exactement. Et puis ils envoient des hologrammes chanter pour eux. Exactement, c'est très pas posé. C'est des hologrammes de l'époque en plus, donc ils peuvent se rendre plus beaux, je pense, etc. Tiens, rajoute-moi du muscle un peu. 3 millions de personnes, c'est à peu près le nombre de partants qu'il y avait, je pense, sur ta course. On est dans ce genre de. On était là, genre moins. Je vais pas dire que c'est intimiste parce que ça le fait que ce soit un bas UTMB a rajouté quand même pas mal de monde sur la course. Mais effectivement, c'est pas une diagonale ou c'est pas un UTMB. On le sent dès le départ. Hein. On le sent dès qu'on va chercher le dossard sur le petit village de pêcheurs à Molleux. Tu comprends là où tu es. Tu comprends que tu vas pas croiser grand monde. Cette course, elle se place donc pas très tard après la diagonale. De ce que j'ai lu, en tout cas, tu te dis être fatigué, en tout cas avant d'y aller, une espèce d'usure qui est assez compréhensible. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir la flemme, de pas faire les choses, de même quelques jours, de dire que tu vas pas aller courir parce que tu es usé ou parce que c'est trop? Est-ce que ce moment-là peut arriver ou quoi qu'il se passe, il faut y aller et pas laisser la place à ça? Je suis un flemmard. Hein. C'est marrant de dire ça avec le recul de ce que j'ai fait en course à pied cette année, mais grosso modo, je suis quand même un flemmard. Mais en fait, t'as des matins où t'as pas envie? Oh, il y en a plein, hein, moi, des matins où j'ai pas envie. Mais dans la réalité, vu que de toute façon, mon plan il est établi à la base, c'est-à-dire que je me suis déjà donné mes étapes dans l'année. Là, 2023, je sais exactement quelles sont les courses que je vais faire, à quel moment, à quel endroit, et donc c'est déjà fait et mes dossards sont déjà pris. Donc en fait, je n'ai que à suivre mon plan. Je me raisonne de manière très, très scientifique. J'ai fait un bac S, et un bac S, ce qu'on t'apprend, c'est le plus important quand tu fais une disserte, quand tu fais un truc en SVT, en machin, en truc, c'est le plan. Tu vas passer 70% de ton temps à faire le plan, et après, ce n'est que du remplissage. Mais la note, tu vas la voir sur est-ce que ton plan il est fait de manière intelligente et structurée. Après, c'est vraiment que du remplissage, et donc tu grattes des lignes entre ces différents chapitres. Mais le plus dur, c'est de bien mettre les chapitres au bon endroit. Moi, dans mes années, dans mes saisons, je mets beaucoup trop de chapitres. Et je mets beaucoup trop de chapitres, et ils sont trop proches les uns des autres. Et il y a le remplissage après du quotidien qui sont mes kilomètres au quotidien. Mais donc là, dans mon souvenir, quand j'arrive en Suède, c'est 2 semaines, je pense à peu près. Ouais, c'est 2-3 semaines après la diag. Et c'est ce truc de la fatigue, la charge mentale en fait. Parce que pour aller à Molleux, la charge mentale, c'est préparer sa valise pour un endroit où la météo en Suède début novembre, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Ou tu sais à peu près à quoi t'attendre. Ouais, tu sais à quoi tu vas pas t'attendre. Tu n'auras pas 25 degrés et ce sera pas t-shirt tout le long. C'est prendre un avion pour aller jusqu'à Copenhague au Danemark. Après à Copenhague, choper un premier train pour aller à Malmö. À Malmö, choper un deuxième train pour pouvoir aller putain, je me rappelle plus le nom du bled. Après, il y a un premier bus, puis un deuxième bus, et là, tu arrives dans le petit village de pêcheurs. Mais donc, tu as tout ce truc-là. Tu as déjà vécu la Réunion quelques semaines avant. Avant la Réunion, tu étais 2 semaines avant dans le Jura. Avant la Réunion et tout ça, et le Jura, tu étais à l'UTMB. Et donc, j'avais l'impression que là, ça ne s'arrêtait plus, quoi. Et donc, la Suède, j'y suis arrivé fatigué mentalement. Et en plus, j'avais une petite douleur qui me restait de la diagonale à l'aine au niveau de la cuisse droite. Au point où les 2 jours d'avant, je disais à mon ami Loïc, avec qui je fais tous mes ultras, avec lequel on s'était déplacé en Suède, j'étais désolé, mais devant lui, en fait, j'étais obligé de me frotter l'aine. Ce qui est très très bizarre quand tu regardes ton pote à table et que tu es en train de manger des pâtes avec ta main gauche et avec ta main droite, tu es en train de te frotter l'aine de manière un petit peu subjective avec du Voltaren, mais j'en étais encore à la veille à être là parce que le moindre mouvement me faisait mal. Donc je suis arrivé dans un mood de c'est dommage parce que
tu n'aurais pas fait la diagonale avant et tu aurais fait le truc pas bêtement, peut-être tu aurais pu aller chercher un podium sur cette course en Suède. Et tu sais très bien que le podium, il est qualificatif pour le prochain UTMB. Donc j'en ai été à... Frustré. Ah, t'es bête de pas avoir mieux préparé cette course, de pas t'être mis pour une fois, de t'être raisonné pour t'être mis dans les meilleures conditions pour pouvoir attaquer cette course avec du mordant, quoi. Donc l'idée, c'était quand même la quête, c'était ça. C'était initialement le podium et chercher une qualif UTMB. Alors, Et le côté des paysans de l'expérience, j'imagine. au tout départ, déjà, cette course, je l'ai découverte parce que je traîne un petit peu sur les internets et je suis tombé sur YouTube sur une vidéo de présentation de l'année dernière. Et au bout de 8 secondes, j'ai dit ok, stop, j'ai envoyé la vidéo à mon pote, je lui ai dit viens, on y va. Parce que les 8 premières secondes, en fait, tu vois là-bas, tu sens qu'il laisse de la place aux mythes, aux légendes vikings. Et grosso modo, tu vois le départ de la course où tu as un espèce de cheval déguisé lui-même en viking avec un viking dessus, avec 2 énormes cornes, un drapeau de la course avec une pique au bout qui lance au galop sur le départ de la course. Et j'ai vu ça, je fais ok, rien que pour ça, je m'en fous, rien que pour le canasson, moi je veux y aller là-bas. Et donc ça a démarré comme ça, on s'était inscrit et puis après c'est devenu un bail UTMB. Donc en plus, derrière ça permettait d'avoir récupéré des running stones, de récupérer voilà, la possibilité de se qualifier pour pouvoir l'UTMB, pour pouvoir aller faire la finale de la Coupe du Monde après derrière l'année suivante. Mais c'est vraiment parti de l'idée de tiens, on fait un truc qui sort un peu de l'ordinaire et ça a l'air assez rustre. Et les mecs, quand tu regardes, tu lis un peu leur site, tu comprends qu'ils sont dans cette mentalité de un peu à la Barclay, un peu à la Laz, de rendre le truc le plus difficile possible. C'est-à-dire qu'il y a très peu de ravitaux, il y a 4 ou 5 ravitaux sur toute la course, là où sur un UTMB, on avait plutôt entre 10 et 14 dans mon souvenir. Sur les ravitaux, t'as quasiment rien, t'as de la flotte, t'as pas de bouffe. Le balisage est presque inexistant. Donc tu fais quasiment tout à la montre. Et malgré ça, tu le savais avant d'y aller? C'est ce que tu avais envie d'aller chercher ou c'est ce que tu as découvert sur place? Non, on le savait avant. Et donc tu l'anticipes un petit peu plus. Et heureusement que Loïc est un passionné de préparation des courses, où lui il a étudié tout le parcours, il m'a fait une présentation un peu comme on présente le parcours du Tour de France chaque année à la presse. Il me l'a fait comme ça en analysant le truc. Il me dit ouais, là c'est bizarre. Tu vois, là, j'ai analysé les personnes du top 10 l'année dernière sur cette section. Il y a 10 km et pourtant ils mettent 2 heures. Donc il doit y avoir un truc de spécial. Et donc il m'avait quand même bien préparé, pré-mâché le travail. C'est le moment où il y a le barrage avec les Vikings pour vous empêcher de passer, je crois. Non, c'est un moment de dingue. Non, c'est un autre moment. C'est un moment où en fait t'es sur une falaise. Ils te font descendre au bord de la mer par un truc qui n'est pas un chemin, donc à la Barclay, au milieu de la forêt. Et ils te font remonter par un truc qui n'est pas un chemin non plus. Et quand t'es en bas, en fait, il n'y a pas de chemin au bord de l'eau. Et donc c'est que des cailloux. Et donc tu cours sur des cailloux et c'est pas fait pour. De bord de mer, je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un bord de mer suédois où il n'y a personne. C'est un bordel pas possible. Et donc il y a ce genre de petit truc au milieu de cet ultra un peu particulier qui fait 100 miles, mais il n'y a que 2000 de dénivelé. Et donc tu peux courir quand même quasiment, c'est pas quasiment tout le temps, c'est tu peux courir tout le temps. Sur le temps long, tu peux courir tout le temps, enfin vite tout le temps, entre 12 et 14 km/h quasiment tout le temps. Mais ça va être interrompu par des tout petits moments très techniques de passage de bord de mer avec beaucoup de rochers, de descendre d'une falaise, remonter d'une falaise, de une forêt où tu passes un endroit où il n'y a pas de chemin. Donc c'est des moments qui viennent en fait casser ta vitesse, mais très très régulièrement. Donc je vais très vite, je casse totalement la vitesse. Je vais très vite, je casse totalement la vitesse. Ça t'a plu? Au bout du 10e, t'as commencé à trouver ça un peu pénible? C'est pénible. C'est pénible surtout parce qu'en fait tu réaccélères et tu réaccélères fort. Et t'aimerais bien avoir comme on a en fait sur l'UTMB, sur la diagonale, des moments où tu as des très grandes montées où de toute façon tu peux pas aller très vite. Donc ça te permet un petit peu de respirer ces grosses montées. Là il n'y a pas de respiration. Tu montes dans les tours parce que tu cours très vite et tu as le souffle qui est coupé. C'est vraiment ça qui arrive à chaque fois. Et boum, fin de la coupure, il faut redémarrer tout de suite. Sur le papier, quand on dit que y a que 2000, ça paraît simple. Non, mais c'est 2000 très particuliers. Et surtout, c'est le autour de ces 2000, là, c'est ces terrains un petit peu chelous. Et le fait de ne pas avoir de balisage et que ça se passe que de nuit. Parce que tu te doutes bien que le soleil, quand tu pars à 18h, ça fait déjà 3 heures qu'il fait nuit là-bas. Tu l'auras pas avant très loin le lendemain matin. C'est très 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 particulier, quoi. L'adjectif donc qui aurait pu marcher aussi, c'est régalate, quoi. Je sais plus, c'est régalante, parce que ça a été quand même globalement, je crois qu'on a dit le plus imprononçable. On l'a peut-être utilisé tout à l'heure, je sais plus, ça fait tellement longtemps qu'on a commencé l'émission. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir. Et puis le podium te paraissait hors de portée. Résultat, la conclusion, c'est un record de l'épreuve et une victoire tonitruante. C'est beaucoup de plaisir, donc au final, ce qui reste de cette expérience-là. Et oui, complètement. Au-delà de la performance, hein, bien sûr, mais... Comment ça s'est découpé la course? Je pars très vite au départ, je me fais rattraper par un Norvégien, je pars tout seul devant, comme à chaque fois. Je me fais rattraper par un Norvégien, je crois qu'il fait 2 ou 3 l'année d'avant.
Et il a un physique de Norvégien, c'est-à-dire très grand, mince, affilé. Et là où je suis assez étonné, c'est que moi, d'habitude, sur le bitume ou sur le plat, c'est là où je gagne du temps. Et là, je me fais avoir par un mec qui est capable d'aller à moins de 4 au kill. Et à chaque fois, waouh, il me sème sur le plat. Donc je me dis, c'est un peu dommage parce que quand même cet ultra est très plat. Donc tu vas terminer au moins deuxième, quoi. Se passe cette bataille avec le Norvégien. Le Norvégien part. Et vers le kilomètre 50, je me fais rattraper par un Belge dont j'ai oublié le nom, qui termine deuxième, qui avait fait 15e sur l'UTMB juste avant, donc très très haut niveau, qui nous dépasse plein de balles. Et là, je fais, ok, maintenant ça y est, t'es troisième. Et je commence à me retourner, à faire ce fameux truc de me retourner. Et je vois deux Petzl très très loin. Je fais, là, il y a le 4 et 5 qui débarquent. Donc adieu la qualif UTMB, c'est pas grave, on fait juste les Running Stones, on va aller au bout. Je me trouve déjà des excuses. Et puis, finalement, les deux Petzl derrière me rattrapent pas. Et je continue quand même à pas mal avancer. Et à un moment, je rattrape le Norvégien. Il a perdu ses AirPods au milieu de la forêt, quoi. Et je me dis, je fais quoi là? Est-ce que je l'aide? Est-ce que je l'aide pas? En fait, je déteste les AirPods. J'ai un truc je sais pas pourquoi je déteste. Je savais même pas qu'on pouvait quoi avec des AirPods, ça doit brinque-baller tout le temps, non? Non, mais Non moi je trouve que c'est totalement fou. Et c'est passé ce qui se passait. Moi je dis tout le monde à chaque fois, prenez pas des AirPods, prenez un filière ou un truc bien classique, au moins vous les perdez pas, quoi. Et là, le mec, tu m'étonnes, il a perdu 150 balles par terre au milieu de la forêt, il s'arrête, hein, lui, peu importe le podium. Et donc, je sais pas, je lui dis, grosso modo, tu vas les retrouver, quoi. Mais bon courage pour trouver des AirPods dans une forêt de feuilles remplies au fin fond de la nuit. Je crois qu'il y a encore là. Sombre. Non, mais j'aurais pété un plomb à sa place. Enfin, moi, à sa place, non. Je pense que j'aurais abandonné d'énervement de AirPods. Et donc, je double à ce moment-là, et donc je me dis, là, tu repasses deuxième. Et là, je me dis, deuxième, il faut te faire doubler 2 fois avant de plus être qualifié pour l'UTMB. Et ça se passe, je pense, vers le kilomètre 60-70. Et donc, je me dis, ok, voilà, maintenant, tu te l'interdis. Il n'y a que 100 bornes à terminer. Tu restes une broutille. Et tu restes à ces là. A priori, c'est 4 et 5, ils n'ont pas assez à être récupérés tout à l'heure. Ils n'arriveront plus à te récupérer après. Et donc, j'avance bien. Et à la mi-course, en fait, je reprends mon ami belge. Et je vois, en fait, au moment où je le reprends, que moi, je suis beaucoup plus fort à ce moment-là que lui. Et soit lui il va moins bien, soit moi je suis juste bien. Et en fait là la course elle se passe tellement vite, c'est-à-dire que c'est un ultra que je termine en 15 heures, que j'ai pas le temps d'être pas bien. On avance tellement vite, le parcours passe tellement vite, même si les ravitaux sont très éloignés, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu n'as pas de ravitaux pendant 30-40 km. Le fait que ça soit éloigné, ça permet justement de peut-être voir le temps passer plus vite. Et quand j'arrive à ce qui est assez drôle, c'est que tu es au kilomètre 140, je comprends que je vais gagner parce qu'il reste plus qu'un marathon à faire et il y a 1000 ou 1500, donc en plus on reprend du dénivelé, ça va redevenir mon terrain. J'ai assez d'avance pour que ça passe. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que au 140e, tu passes à l'arrivée, tu passes à l'arche de l'arrivée et tu pars juste faire un petit 21 en plus et tu reviens. Et à ce moment-là, je comprends que c'est fait. Et là, je me dis, je suis content de ne pas me démobiliser. Et ce truc qui m'était déjà arrivé donc, sur d'autres courses, où j'ai beau avoir X heures d'avance sur mes poursuivants, je vais continuer à vouloir le faire à fond. Et là, je me dis, tu vas continuer à vouloir le faire à fond, parce qu'en plus, il y a potentiellement à aller chercher un record de l'épreuve. Et donc, je continue pleine balle. Qui était autour de 16 heures, ce qui était déjà très solide. Ouais. Et donc là, je me dis, allez, va le chercher, va jusqu'au bout. Et c'est ce qui se passe. Et il y a l'arrivée où tu es encore poursuivi par le premier à l'honneur d'avoir ça. Et ça, les autres l'ont pas. Et ça, je suis content d'avoir été premier rien que pour ça. C'est que les 400 derniers mètres, tu es poursuivi donc, par ce viking sur ce cheval déguisé en viking. Où le mec, en plus, il rigole un peu avec toi. Il tend la lance avec la pointe qui est immense juste derrière toi. Tu es mort de rire. Mais t'entends. En fait, c'est assez impressionnant. Un cheval aussi haut qui court sur du bitume, qui galope sur du bitume juste derrière toi. Le bruit que ça fait. Et donc j'étais pas très rassuré, mais ouais, immense plaisir. Et tu passes l'arrivée, tu comprends pas un mot de ce qu'ils te disent les gens, parce que moi mon niveau d'anglais est pas incroyable, je comprends d'habitude, mais à l'arrivée d'un 100 miles où tu étais fracassé, je comprends plus rien à ce qui se passe. Le suédois, alors là qu'on t'engueule ou qu'on te remercie, tu sais pas ce qui se passe. Et tu arrives dans ce village de pêcheurs, tu viens de se faire poursuivre par un cheval, tu gagnes la course, t'as un mec qui vient te mettre un manteau géant sur toi, on te donne une bague, parce que là-bas il n'y a pas de médaille finisher, c'est une bague avec le viking dessus, la tête de viking, de monstre viking d'ailleurs, posée. Donc
Et t'as Pur, l'organisateur, qui vient te féliciter et qui vient t'expliquer que tu as battu les légendes locales, les légendes vikings locales, et que maintenant on t'a même donné un surnom, on t'appelle The Ghost parce que tu es passé trop vite dans les ravitaillements. Et donc il y a tout ce truc qui C'est se les clés de crée. la ville, là, c'était le truc d'après, non? C'est ça? Bah, Ou le nom d'une rue bientôt? Moi, j'attends qu'à Moleux, il me donne effectivement le nom des bienvenus. Non, mais donc voilà, ils savent accueillir les étrangers, et c'est un truc que je me suis rendu compte quand j'ai fait pas mal de courses à l'étranger, que cette année, que ce soit en Croatie ou en Suède, c'est que en France, on a cette grande capacité à pouvoir montrer du doigt ou à un peu juger très rapidement les gens, etc. Et on oublie de temps en temps que en fait, c'est juste leur différence qui rend le truc un petit peu awesome. Génial, fantastique. Nous, on regarde les Américains et on est halluciné par ce qu'ils font, et on oublie qu'on a des Français qui font des trucs comme ça. Et donc, c'est soit, je pense à Claire Bernhardt qui gagne aussi la course côté féminin. On oublie d'en parler en France, mais on a une machine qui fait un ultra par semaine et qui gagne quasiment tous les ultras qu'elle fait. À côté, je suis vraiment un petit joueur. Et on oublie d'en parler. Elle serait américaine. En France, ça serait une légende, ce petit bout de femme-là. Elle le mérite, c'est vrai. Et tu vois, donc en Suède, Claire gagne et moi je gagne. Et donc, on a été pas placé tout de suite au titre émérite de légende locale. Mais il y a presque de ça, quoi. Il y a presque de ça. Et donc, ça fait beaucoup de bien d'avoir ailleurs ce qu'on n'arrive pas à avoir en France de temps en temps, quoi. Non pas que ce soit un regret, parce que je sais que la France fonctionne comme ça. Mais c'est agréable. C'est juste un tout petit peu dommage de devoir aller le chercher à l'extérieur, ce truc-là. Merci Alex pour cette course. Ça donne envie en tout cas. Il faut absolument aller faire. Je crois qu'il y a déjà plus de dossards pour 2023. Hein. Mais il faut absolument aller faire cette course parce que c'est une ambiance. Et en plus, elle change d'année en année. C'est-à-dire que l'année prochaine, j'y retourne. Et en fait, on tourne dans l'autre sens. Ça reste un 100 miles. Mais là où l'année dernière, c'était 140 km sans dénivelé. Et puis tout le dénivelé sur les 20 derniers kilomètres. Là, c'est l'inverse. Ils nous font 4000 de dénivelé, donc ils doublent le dénivelé sur les 60 premiers, et après, il y a 100 bornes de plat. Et on va de Moleux, cette fois-ci à Bastad, alors que c'était dans le sens inverse. Mais donc, ils font ces petits changements qui font que ça va être le merdier dans les deux sens. Une nouvelle course, oui. Et c'est une course qui est complètement différente. Et à savoir, en plus, que toujours dans ce truc de mythe, on passe à un endroit qui s'appelle Angel Home ou Angel Home, je ne vais pas le bien prononcer, mais qui est le seul endroit d'Europe où il y a une statue à l'honneur du premier atterrissage extraterrestre. C'est-à-dire que là-bas, ils sont persuadés qu'il y a eu un atterrissage extraterrestre dans les années 70-80. Et donc, ils ont fabriqué une statue, enfin un monument en l'honneur de cet atterrissage extraterrestre. Donc, tu sens qu'il y a tout un truc quand même, en dehors du mythe viking, il y a quand même tout un truc où il se passe quelque chose dans cette région de mystique. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi je ne suis pas du tout dans ces croyances-là. Mais voilà, ça te fait rentrer dans une histoire qui vaut le coup d'être parcourue. C'est une méga question qui pique, ça. Je suis deg de ne pas l'avoir vu. Je pensais que tu allais. Mais tu aurais eu la réponse en plus. Ouais, pour le coup, tu aurais trouvé. Koulamanen, ça veut dire? Je ne me rappelle plus. L'homme de la colline. L'homme de la colline. C'est ce que tu as été. Exact. On l'a dit il y a à peu près 8 heures maintenant. On est aujourd'hui, c'est la Saint-Étienne. On va boucler cette liste de courses épiques qui ont été les tiennes là, depuis ces dernières années avec la Lyon-Saint-Élion, qui s'est tenue en début de mois, on est le 26, c'était il y a un peu plus de 3 semaines. Pour replanter le décor très rapidement, elle est née plus tard que la doyenne, puisque la Saint-Élion est la doyenne des courses en France. Mais en 2003, il y a une poignée d'ultra fondus, dont Lionel Plane, Philippe Billard et puis Michel Politi, organisateurs de l'UTMB, qui ont réalisé la Saint-Élion en aller-retour. C'était 130 km à l'époque. Je pense que les villes ont été rapprochées depuis, j'ai l'impression. Tectonique des plaques, c'est la tectonique des plaques. En 20 ans, ouais. En 2009, donc Christophe Truffier et Jean-François Cunet reprennent le principe à travers la 180, qui est une organisation off, qui est réservée durant 10 ans à une vingtaine de coureurs qui sont triés sur le volet. Et puis en 2019, après 10 éditions, la 180 Lyon Ultra Run et les organisateurs de la Saint-Élion décident de collaborer afin de faire évoluer cette formule. Une édition 2019 voit alors le jour. Elle est remportée par un certain Alexandre Bouchex. Voilà, donc c'est une formule qui est ultra intimiste. Je crois que vous étiez 300 cette année sur la ligne de départ, si je ne dis pas de bêtises, sur les 17 000 coureurs que compte, je crois, non, peut-être plus. Ouais, mais ça a déjà évolué. Je crois que la première année, on était 150, la deuxième année, 200 ou 300. Et là, cette année, je crois qu'on était plutôt 500. Ah ouais, ok, je pensais que c'était 300. Après, il y a eu pas mal de no-show parce qu'il y a eu une grève des trains qui a empêché beaucoup de personnes qui n'habitent pas Lyon ou Saint-Etienne ou qui ne pouvaient pas venir en voiture de venir. Donc, il y a eu pas mal de no-show là-dessus. En tout cas, ça reste un format relativement intime. On regarde les 17 000 coureurs qui sont sur la globalité des courses du week-end. C'est 156 km, il faut quand même le dire, et 4390 mètres de D+, avec 3 ravitaux à l'aller et 5 ravitaux au retour. D'ailleurs, j'ai découvert, donc
cette année que le chronométrage ne s'enclenchait que sur la partie retour. Donc chacun est libre, on part le samedi matin, est libre d'arriver à peu près dans le temps qu'il faut, tant qu'il est là pour le départ. C'est presque ça. C'est En presque fait, ça. on part, c'est effectivement ça, c'est qu'il y a le trajet aller, donc de Lyon à Saint-Étienne, ce que les gens font d'habitude avec la navette en bus. Ben, nous, on le fait juste en courant. Et donc, en fait, on part le samedi matin à 9h. Et la limite horaire, c'est qu'on doit arriver avant le samedi soir à 23h30 pour pouvoir prendre le départ avec le reste. Mais donc, on fait ce qu'on veut. Si tu veux le faire en 6h l'aller, tu peux le faire en 6h. Et t'attends après à Saint-Étienne gentiment le départ du retour. C'est marrant de dire le départ du retour. Mais c'est ça. Et le classement ne se fait pas sur l'aller. C'est-à-dire que tu peux, je crois que cette année d'ailleurs, je crois que je dois être 20e sur l'aller ou quelque chose comme ça. Mais peu importe le temps que tu as mis ou le classement que tu fais à l'aller, tout va se jouer que sur le retour. Donc c'est un format très particulier où sur l'aller, il faut aller assez vite pour avoir du temps de repos à Saint-Étienne, mais pas non plus trop vite pour arriver le moins crevé possible pour pouvoir faire le retour, cette fois-ci pleine balle, avec ceux qui font, c'est bizarre de dire que la Saint-Élion, mais qui font la Saint-Élion traditionnelle de Saint-Étienne à Lyon. Et quand tu dis que c'est un format intimiste, oui, sur l'aller, c'est un format intimiste. Oui, sur le repos à Saint-Étienne, on a une petite zone rien qu'à nous, mais au retour, ça n'a plus rien d'intimiste. Au retour, on est avec tout le monde. Et on vit exactement comme quelqu'un vit la Saint-Élion. Tu ne vas pas couper à la question qui pique, la dernière. Là, en plus, c'est un vrai faux. Enfin, c'est pas un vrai faux, c'est un Lyon ou Saint-Étienne, la réponse. Je vais te donner une affirmation, tu vas me dire si je parle de Lyon ou Saint-Étienne. La première ville d'Europe continentale à avoir son rail, concession de chemin de fer. Je me suis dit, il parle de cocaïne. Je connais ton passé Madeleine. d'agence média, mais bon, quand même. C'est Louis XVIII, un petit indice en 1823. Ça va beaucoup t'aider, je pense. Pour savoir si c'est Lyon ou Saint-Étienne. Forcément, Louis XVIII, ça doit être Lyon. Ouais, Saint-Étienne. Ah, super. Guignol, il est né en 1808. En 1808. C'est Lyon ou Saint-Étienne, je pense que à ton avis, Guignol? C'est que 1808, c'était après la Révolution. J'aurais dit que c'était avant. Ouais. Saint-Étienne. C'est Lyon. Ah, bah super. Attends, Alex, c'est pas perdu. Non, t'inquiète. La machine à coudre, en 1830. Saint-Étienne. Bravo. Oh, putain. Et attention, pour le Gourmet, tu es la deuxième ville en France en nombre de restaurants, avec un restaurant pour 294 habitants. C'est forcément Lyon. C'est forcément Lyon. Bravo. Ah oui. Ouais, joli. Alex, je l'ai dit en préambule, donc tu as gagné la première édition de cette Lyon-Saint-Élion. Tu as ensuite gagné la suivante. Il y a eu un petit Covid au milieu de tout ça qui a fait une petite année blanche, qui a, comme pour beaucoup de courses, malheureusement. Est-ce que l'enthousiasme est le même quand on va sur la troisième fois sur une course, en l'occurrence pour défendre son titre et puis être porté par la perspective d'un three-peat, de faire le triplé? Est-ce que c'est une motivation extrêmement forte? En fait, tout s'est joué dans le moment où j'arrive, quand je gagne la deuxième, qu'au moment où j'arrive, et comme un idiot au micro, je balance mes 2-3 vannes, et je dois dire, jamais 203, quoi. Et à partir du moment où je m'étais dit ça, d'une certaine manière, je m'y étais obligé, et donc, comme ce truc du top 10 de la diagonale, où ça m'a obligé dans quelque chose, là, je m'étais obligé à y retourner, et quand tu as gagné 2 fois, forcément, tu t'obliges à tenter de le gagner une troisième. Déjà, gagner 2 fois, c'est pas simple, parce que réussir une performance, c'est peut-être que c'était un jour qui marche bien. Réussir 2 fois une performance, peut-être que c'était que 2 fois, quoi. Et ce truc-là continue. Et la troisième, là, j'y suis arrivé vraiment cette année. La deuxième, j'étais allé en mode, si ça passe, c'est cool, sinon c'est pas grave. Là, j'y suis allé en mode, tu connais la course, personne ne connaît mieux la course que toi, tu sais comment la gagner, parce que de toute façon, il n'y a que toi qui l'as gagnée, donc massacre-les. Et c'est un truc où je n'aime pas ça, normalement. Mais là, je suis allé pour gagner cette course, et en mettant une stratégie en place pour gagner cette course. Mais donc, qui n'était pas en fonction de toi pour le coup, mais qui était plus aussi en confrontation avec les autres, c'est ça? Exactement. Là, c'est-à-dire que je savais que quand je regardais la liste de départ, mon ami Loïc avait encore fait des analyses. Il est allé voir qui était dans la liste des inscrits, leurs performances, etc. Et on avait analysé plusieurs choses. On savait que déjà que sur le papier, sur ce genre de distance, les autres concurrents étaient plutôt des concurrents qui performaient sur du 80-100 km maximum. Donc déjà, j'avais l'avantage de connaître la distance, de connaître ce temps long. Des gens qui performent sur du 80 ou du 100 km, c'est peut-être des gens qui vont aller plus vite que moi de manière simple et relative sur une course, ou qui vont vouloir aller en moyenne plus vite. Et sur le papier, par contre, en termes de cote ITRA, d'index UTMB, de cote Bitrail, maintenant il y en a tellement des cotes, ou de l'appréciation de mes potes, j'ai été sur le papier beaucoup plus fort que les autres. Donc il me suffisait de moi d'être à mon niveau et je gagnais. Par contre, il fallait que les autres soient moins forts que moi. C'était le seul truc. Il fallait que personne ne soit plus fort que moi pour que je gagne. C'est assez simple à dire comme ça, mais en fait, il fallait que je rende la course des autres plus difficile. Pour pouvoir la rendre plus difficile, il y a eu le fait que déjà rien que sur les réseaux sociaux, etc., les jours d'avant, je me suis dit, en fait, je
je vais la jouer, j'annonce que je viens pour gagner, comme ça déjà eux ils sont dans ce truc là, soit de se dire bon il y va pour gagner, il a déjà gagné 2 fois, allez on abandonne, donc déjà cette partie, les faibles mentalement étaient éliminés. Deuxième partie, il y avait les autres, c'était les orgueilleux, qui étaient ceux que je visais un petit peu plus, c'est-à-dire que j'essayais de monter l'orgueil en leur disant voilà, moi j'annonce que je vais gagner, et donc eux vont se dire attends, on va pas le laisser faire quand même, cette espèce de gros melon parisien, on va aller le battre sur son terrain. Et donc je voulais faire monter cet orgueil pour que dans la course, ces coureurs qui sont habitués à courir plus vite que moi, dès le départ, en fait, je voulais qu'ils s'épuisent sur l'allée. Donc je suis allé légèrement plus vite que prévu à l'allée pour que ils me suivent en se disant il faut qu'on y aille. Et quitte à même moi de temps freiner pour que eux ils partent devant et qu'ils s'épuisent encore un petit peu plus. Ça c'était pour l'aller. Mon but du jeu c'était qu'à l'aller ils arrivent le plus crevé possible et moi le moins crevé possible. Au retour, ce que je savais aussi c'était qu'il y avait principalement un concurrent qui avait lui comme stratégie au retour de rester avec moi, de ne pas bouger, d'attendre ma première faiblesse pour m'attaquer. Et ça, je le savais. Et donc, je me suis retrouvé toujours dans ce truc de tenter de faire monter son orgueil. D'abord, j'ai essayé d'esquiver le combat. Donc, j'ai essayé on part le satellite tout devant. Et donc, j'ai essayé de me planquer. J'ai essayé de faire. Je me suis dit, si il me voit pas, il peut pas me suivre. Facile. Ça se tient. Ça se tient. Faut dire, le départ de nuit, on le redit, il y a que des frontales et tout. Donc c'est assez facile de se perdre dans la masse. Et donc, j'ai planqué ma casquette parce qu'elle est quand même assez reconnaissable sous ma capuche. J'ai essayé de pas trop me montrer, etc. Et juste avant le départ, j'enlève ma capuche. Et là, on part pleine balle parce que ça part pleine balle. Et je me dis surtout, tu te retournes pas. Parce que peut-être qu'il va te reconnaître à ce moment-là, ou sinon il va identifier que tu cours par rapport à lui. Donc moi je faisais ma course, je suis parti pleine balle. Et ce qui s'est passé, devait se passer, s'est passé. C'est-à-dire que je surveillais qu'il n'y ait personne qui me double avec un dossard jaune. Et il m'a pas doublé. Par contre, au bout d'un moment, je sentais qu'il y avait une lumière dans la nuque, un souffle qui arrivait jusqu'à mes oreilles, et je sentais qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était sur exactement ma vitesse, et dès que je soulevais un pied, j'avais un pied derrière. Et c'est quelque chose qui m'exècre au quotidien. Je déteste les gens qui me font ça, qui restent dans mes mollets sans rien dire, et donc ils suivent ma course, et donc je comprends bien que c'est lui. Et je me dis, bon, voilà, en fait, on va inverser les rôles. Maintenant, on va vraiment essayer de rentrer dans sa tête. C'est-à-dire, je vais freiner, je vais me mettre juste derrière lui, c'est moi qui vais le suivre maintenant. Et donc, je freine, je laisse passer, je me mets derrière lui et je lui fais sentir le souffle dans la nuque. Et dès qu'il soulève un pied, mon pied est déjà mis au-dessous. Et surtout, là, à ce moment-là, je me rends compte que quand c'est moi qui suis devant, on va plus vite que quand c'est lui qui est devant. Et donc, je me rends compte qu'en fait, il doit être en sur-régime par rapport à moi. Et à partir de ce moment-là, je commence déjà moi à me reposer. Et là, en fait, on devient dans un truc traditionnel de la gazelle et du lion, où je vais le manger, ça va arriver. Mais en fait, je suis en train de jouer avec cette gazelle. Et donc, je mets des petites attaques. C'est-à-dire que je me déplace exactement comme au Tour de France. C'est-à-dire je me déplace un coup sur la gauche, un coup sur la droite, et boum, je pars sur 4-5 mètres en accélérant. Mais je pars pas non plus, je lâche pas non plus le fauve, de manière à ce qu'il revienne vers moi. Et une fois qu'il est revenu, hop, je laisse juste repasser devant et je me replace derrière lui, de manière un petit peu à rentrer dans son âme et dans sa tête et à le manger de l'intérieur. Parce qu'on en est arrivé à un point au bout de la deuxième ou troisième attaque où en fait, dès qu'il y avait d'autres gens qui nous doublaient, lui avait peur que ce soit moi qui double, et donc il allait presque accrocher ces gens-là. Et donc moi j'en étais presque au point à essayer de faire du bruit derrière lui au moment où je voyais quelqu'un aller nous doubler pour qu'il pense que ça soit moi. Donc vraiment de la torture psychologique. Et il n'y a pas de mots là, vous dites rien. Et on n'a pas échangé un seul mot. C'est hostile comme climat. Mais là, c'est ce que j'ai pas aimé, c'est que en fait, moi, je l'ai pris comme une hostilité qui date du fait que en fait, c'était quelqu'un qui était sur l'UT4M avec moi. J'avais entendu dire des mots un peu trop élevés auprès de ma personne qu'il avait raconté à d'autres coureurs. Je crois qu'il arrive 3 ou 4 heures après moi sur l'UT4M, et se crée une hostilité où je sais pas pourquoi, où il doit considérer que je dois être le petit con arrogant parisien, et voilà, et moi, je m'en fous. Enfin, moi je n'ai pas de prérogative à être méchant vis-à-vis des autres, mais là, voilà, à partir du moment où j'avais entendu 2-3 trucs sur moi, j'ai eu envie de le détruire. Donc on se parle pas, et donc au bout de 4-5 attaques, je sais qu'il allait se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'on arrive au premier ravitaillement de Saint-Christo-en-Jarret au kilomètre 17 de la course. Et moi, au kilomètre 15, je me dis, c'est simple, tu vas attaquer un énorme coup à ce moment-là. Le but du jeu est d'arriver à Saint-Christo. Moi, j'ai une assistance, j'ai Cécile qui va me donner mes flasques. Moi, je vais me barrer tout de suite, je vais même pas m'arrêter. Et je crois qu'on l'a vu en vidéo, mais je m'arrête. Je crois que le temps d'assistance, c'est moins de 4 secondes. Et donc, je sais que si j'arrive en avance, que lui, il n'a pas d'assistance, je vais ressortir avec 1 minute 30, 2 minutes d'avance du ravito, et c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, je veux casser le contact visuel avec lui pour qu'il
ils se disent ah bah c'est trop tard, ça y est, il est parti et qu'il me revoit plus, il suffit qu'il me revoie plus pendant un quart d'heure, 20 minutes pour lui mettre le doute. Et c'est ce qui se passe, et donc là je commence en fait mon sprint final de la course à ce moment-là, au kilomètre 17 de cette Lyon-Saint-Élion sur le retour. Donc je sais pas, dans la réalité j'en avais peut-être 90 dans les jambes avec l'aller. Et donc le sprint final commence là, et il y a après 60 km de sprint final. Il y avait quand même une petite, on l'a pas évoqué, mais une petite incertitude. Tu as eu une douleur à la cuisse qui s'est réveillée à l'issue du trajet à aller. Ça n'a pas bouleversé tes plans justement? Là, tu es passé à l'offensive très tôt, ce que tu dis au kilomètre 17 sur la 78 que compte la partie Saint-Élion. Est-ce que ça n'a pas mis en péril en tout cas cette stratégie-là, ou est-ce qu'il y a eu un truc dans le monde de dire que c'est un pari aussi de voir si ça tient ou pas, mais il fallait le jouer à fond d'emblée? Mais il y avait un énorme doute. En fait, c'est la même douleur à la cuisse que celle de la Suède. Donc celle que j'avais eu quelques jours avant sur la Suède, où en fait c'est en partant très vite que la douleur a pu disparaître, être moins gênante, parce que le corps était ultra chaud. Et donc là, il m'est arrivé la même chose. Je pense qu'en fait cette douleur elle se déclare quand je suis dans un faux rythme. Et donc l'aller, j'étais dans un faux rythme. En fait, il faut savoir que moi je marchais à l'aller sur toutes les montées. Donc je pense que j'ai un peu piétiné, j'avais mal à la laine, je suis allé me faire masser, ça allait pas. Donc j'avais ce doute, mais je savais que de toute façon je vais repartir pleine balle à fond sur le retour. Donc soit ça pète tout de suite et je m'en rends compte, soit ça pète pas tout de suite et je m'en rends compte. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 300 mètres, je savais que ça allait tenir. Donc le doute est rapidement dissipé. En fait, le doute, c'est celui que je me suis mis pendant 3 ou 4 heures qui était désagréable, mais sur la course en elle-même, une fois qu'on a donné le départ du retour, je n'avais plus de doute très 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 rapidement. Là, l'idée, c'est quoi quand tu repars justement et qu'il y a déjà un premier trou qui est fait? C'est de la première place, est-ce que tu considères qu'elle est déjà acquise? Est-ce que c'est encore creuser cet écart comme une espèce de marqueur et voilà, de signer de ton empreinte la course? C'est d'aller, tu vas bien, donc tu pousses la machine autant que possible. Parce qu'on l'idée, je crois qu'il y a eu un temps de passer sur les ravitaux qui a été hyper court, là 59 secondes, donc à aucun moment tu as baissé le pied, finalement tu as été pied au plancher constamment. Là, tu vas chercher quoi quand tu fais ça? Le temps, c'est la place, c'est l'écart, c'est tout ça? L'écart, non. Là, l'écart, il était juste, l'écart, il était important pour gagner la course, mais pas pour autre chose, et pour me mettre en sécurité. Généralement, c'est plutôt ça. C'est j'essaie de me mettre en sécurité, pas le plus rapidement possible, mais assez rapidement dans les courses. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai une demi-heure, 1 heure d'avance assez vite dans la course, ça me permet que si j'ai un accident, j'ai ce petit tampon qui me permet que je peux avoir un accident et je vais pas être rattrapé tout de suite. Donc il y a un petit peu de ça, mais il y a aussi le fait que quand je fais une course, le but du jeu déjà c'est de la faire le plus rapidement possible. Et j'avais été assez inspiré par François Daen là-dessus quand il a été sur l'échappée belle il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, où il a déjà, je sais pas, peut-être 3 heures d'avance sur ses concurrents à la mi-course. La course elle est gagnée, normalement il peut lever le pied, etc. Et il n'avait pas levé le pied parce que il s'était rendu compte qu'il pouvait le faire en moins de 24 heures. C'est-à-dire que 1, il avait déjà la victoire, 2, il avait déjà le record. Même en continuant tranquillement, il allait l'avoir. Tranquillement, hein, on met tous les guillemets de la terre. C'est pas des guillemets qu'on met, c'est des forteresses de guillemets. Mais il y a eu ce petit truc de tiens, mais c'est marrant de faire moins de 24 heures. Là, c'est un peu pareil sur quand j'accélère et que je continue à accélérer. C'est la première fois que j'ai accéléré sur la Saint-Élion, c'était pour pouvoir finir de nuit. Tiens, c'est marrant d'arriver avant qu'il fasse jour. Et donc, c'est resté comme ça. Et j'aime bien, justement, généralement, sur la Saint-Élion, accélérer sur les 10-20 derniers kilomètres qui sont quand même les plus simples et les plus courables. Voilà, tous ceux qui vont prendre le départ un jour de la Saint-Élion et qui l'ont jamais fait ou qui vont reprendre le départ, découpez la course en 2, vous allez jusqu'au kilomètre 50, je crois que c'est à Soucieux-en-Jarret, et à Soucieux-en-Jarret on accélère. Donc il faut arriver en forme à Soucieux pour pouvoir accélérer derrière. C'est comme ça qu'elle fonctionne cette course. Tu parles de ces micro-objectifs, en fait on peut toujours en trouver, donc ils peuvent être une histoire de chrono, une histoire de la nuit. T'as besoin aussi de ça toi tout le temps pour être à feu bouillant et que la cocotte elle soit allumée et sous pression. Ça te drive en fait, sinon t'as moins de plaisir là, si la course est acquise. Ouais, je me rajoute toujours ces petits trucs. Je me l'étais fait sur l'UTMJ, donc ça faisait 2e fois que je faisais la renarde, le 80 km qui est à quelques semaines avant la diagonale. Là, cette année, je me retrouve encore quasiment un peu après mes courses à avoir 1 heure d'avance et donc je sais que ça va le faire. Et là, la difficulté, elle n'a pas été d'accélérer, ou le petit challenge que je me suis fait, il n'a pas été d'accélérer. C'était, il a beau faire un temps de chien à pleuvoir et faire ultra froid, pour l'instant, j'avais pas mis la veste et je me suis dit, le but du jeu, là, ça va être de pas sortir la veste jusqu'à l'arrivée. Et tu te retrouves sur le toit du Jura, sur le Mont d'Or. Tu te prends de la flotte, il fait froid, il y a du vent, etc. Et pourtant, toi, tu l'as la veste. Hein. Tu as juste à faire un petit geste dans ton sac pour pouvoir la récupérer. Mais c'est quand même, allez, tiens, viens, on se lance le challenge en plus de pas la sortir. Il y a eu la bière à l'arrivée, forcément. Il était. Quelle heure il était? Attends, 23h30. Il était tôt le matin. 7h du matin. C'est tôt le matin. Est-ce qu'elle avait un petit goût de Fort Pitt?
Pas mal. Très très bon jeu de mots. Très très bon jeu de mots. Très très bon jeu de mots. Non, elle est pas terrible la bière de la Saint-Élion. Voilà, je sais, les organisateurs me connaissent, ils vont pas aimer que je dise ça, mais elle est pas terrible votre bière. Hein. Changez de fournisseur. Non, j'ai eu des surprises hein, cette année en termes de bière, parce que maintenant, bah, ce qui est drôle, c'est que ça a créé un petit peu une habitude et que les organisateurs sont plutôt sympas avec moi. C'est-à-dire que moi, je suis quand même un des seuls coureurs où à l'arrivée, on arrive, on lui tend une bière à chaque fois. Et moi, j'adore ça parce que j'en rêve. Mais chaque année, je me fais piéger sur l'Ultra 01. Chaque année, ils me sortent une bière. Je pense que tu prends un truc avec un gros fût. Alors là, cette année, ça fait 2 ans, ils me sortent de l'artisanal, super froide. Le truc, tu te tapes un cul sec. Si c'est de la Henken, ça va. Attends, on va citer d'autres marques. Henken 1664 Cronenbourg. Si c'est des trucs comme ça va, ça passe. Tu peux le boire cul sec. Alors là, quand tu te prends de l'artisanal trop froide après un ultra et que tu termines en sprint, 2-3 belles surprises. Mais ouais, sur la Lyon-Saint-Élion, il n'y a pas d'heure. Hein, de toute façon, quand tu arrives, tu bois. Et for Pete, c'est dans l'air, trop tôt. En fait, je m'étais. Jamais 304, c'est un adage, ça ou pas? Non. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit jamais 203, mais jamais 304, elle fait pas. Après, la problématique que j'ai, c'est qu'il y a une course qui s'appelle Cape Town, l'Ultra Trail de Cape Town, qui est généralement à peu près en même temps en Afrique du Sud, que j'aimerais bien refaire parce que je l'ai vécu en 100 km et maintenant elle existe en 100 miles. Le défaut, c'est que c'est début décembre et que cette année, j'ai quand même prévu encore de beaucoup me déplacer, donc je suis pas sûr d'avoir assez de congés pour pouvoir le faire. Donc c'est peut-être par défaut de congé que je vais retourner sur la Saint-Élion ou sur la Lyon-Saint-Élion, je sais pas. Et peut-être que je sais pas encore. Je sais pas encore si j'ai envie de le vivre accompagner des potes, peut-être le refaire comme ça, accompagner des potes et le faire tranquille. Ou sinon, est-ce que je vais pas être dévoré quelques jours avant et me dire allez, vas-y, tu vas retenter la gagne. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Alors que il y a quelques semaines, c'était non, on laisse la gagne à quelqu'un d'autre. Je suis déjà à me dire peut-être que ça va arriver, quoi. Alex, merci pour ce beau tour du jardin de ces 6 courses épiques. Depuis 2021, il y en a un certain nombre, elles sont intenses. Exactement. Vous avez bien vécu et beaucoup de choses, beaucoup de scénarios très différents. C'est ça que tu viens chercher aussi et c'est ça qu'on prend plaisir à écouter. Qu'est-ce que tu retiens là globalement de cette année? C'est l'heure des bilans, là, on est le 26 décembre. Les choses sur lesquelles toi tu as avancé, tu as le sentiment d'avoir progressé. Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu n'as pas été pleinement au rendez-vous et tu vois des pistes d'optimisation, comme on dit en entretien RH de fin d'année? Non, mais qu'est-ce qui a été une réussite cette année pour toi? Et puis qu'est-ce qui pourrait s'écrire différemment l'année prochaine idéalement? Je suis content parce que j'ai réussi à m'améliorer sur les trucs où j'avais envie de m'améliorer en 2020 et 2021. J'avais détecté qu'il y avait 2 trucs sur lesquels je devais m'améliorer. C'était ma gestion de mon alimentation et de ce que je bois et ce que je mange en course et de comment et à quel moment je le prends. Là-dessus, maintenant, c'est bon, j'ai trouvé ma recette. Je l'ai trouvée. Donc ça, je suis très content. Et l'autre truc sur lequel je voulais absolument m'améliorer, c'était en descente. Vraiment, le tout bête, de pouvoir mieux courir en descente, aller plus vite, moins me fatiguer. Je me suis retrouvé cette année à gagner des courses grâce à la descente, et alors que c'était pas mon point fort. Et c'est en train de devenir bizarrement presque plus un point fort qu'un point faible. Comment tu l'as bossé ça? C'est de la descente? À nouveau, on Bah, est je à pense Vincennes, à portée de main, là, c'est pas le dénivelé qui nous tue. En fait, je pense que ça se prépare pas à Paris, hein, c'est tout simple. C'est pour pouvoir s'améliorer, il faut en faire le maximum possible et il faut le faire le maximum possible en montagne. Et la descente, en fait, c'est 2 choses. C'est l'appréhension de tomber et d'aller vite. Et donc, il faut vivre de la technicité, il faut en bouffer pour que ça devienne de plus en plus normal. À Paris, c'est impossible de s'y entraîner. Ça n'existe pas de descente qui fasse plus de 100 mètres de dénivelé. Et sur un terrain qui soit technique en plus, ça n'existe pas. On a beau se l'inventer, ça marche pas. Donc non, il a fallu 2 ans donc ou 3 ans. Délibérément aller travailler plus ça en montagne? Délibérément, en fait, c'est le volume de course, c'est le volume de course ailleurs qui m'a fait que j'ai appris là-dessus. Donc c'est ces 2 aspects que j'ai encore bien appris. Ce que je dois pouvoir encore améliorer, qu'est-ce que je peux encore améliorer? Si, peut-être essayer de prendre une course au sérieux. Je les prends de moins en moins au sérieux. Et plus ça va, là, je me suis rendu compte sur l'UTMB cette année, à 20 secondes du départ, il y a tout le monde qui est ultra tendu, ultra stressé, ultra concentré peut-être sur les courses. Moi, je suis en train d'appeler Balladur à la fenêtre, de lui faire des grands signes. Je suis mort de rire, je me retourne et je fais une blague. Et donc, je prends pas assez le truc au sérieux et ça me joue des tours. Ça me joue des tours en termes de performance. Donc, si ce que je veux faire, c'est améliorer la performance, il faudra peut-être que je prenne des courses au sérieux. Est-ce que je vais réussir à prendre l'UTMB ou la Diag au sérieux cette année en 2023? Je sais pas.
Et tu dis si tu veux améliorer tes performances, il y a cette question-là aussi. Ouais, parce que en fait, si c'est le temps du bilan, moi, le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé. Mais à la base, j'étais venu faire mon semi, j'étais pas venu gagner des ultras dans la course à pied. En finir un, déjà, ça a été énorme. En gagner, ça a été énorme. En prendre le départ de 10 courses cette année, en gagner 6, faire des top 10, des top 20 sur l'UTMB, etc. J'ai déjà vécu plus que ce que je voulais faire ou ce que je pensais possible de faire. Voilà, c'est bon, j'ai déjà vécu. Je peux mourir maintenant le plus tard possible, comme disait Thierry, mais c'est bon, j'ai déjà fait le tour du truc. C'était déjà trop bien, je me suis déjà plus qu'éclaté. Ça n'était déjà 2022, c'était déjà que du bonus. Donc prendre du bonus sur du bonus, est-ce que c'est réellement utile? Est-ce qu'il ne faut pas que je commence à le vivre un petit peu autrement? Donc d'où cette idée de peut-être le vivre sans me dire que la performance est le seul indicateur de est-ce que j'ai bien vécu mon année, quoi. Donc peut-être le faire un petit peu plus en kiffant. Est-ce qu'il faut que je me raisonne à me dire que cette UTMB ou cette Diag ou peut-être une autre cette année doit être une course à prendre au sérieux? Je suis pas sûr quand même, parce que c'est tellement cool de faire un UTMB top 20 alors que tu es en train de rigoler sur Balladur ou de t'amuser au milieu de la course. C'est tellement plus cool de le vivre comme ça, je trouve, que je suis pas sûr d'être prêt à mettre trop de rigueur et je vais dire des bâtons dans les roues, mais c'est de rigueur et de méthodes et de protocoles à suivre. Je suis pas sûr d'avoir vraiment envie, non, je suis sûr de pas avoir envie de me le faire, quoi. Faudrait vraiment un gros événement où que j'ai une énorme carotte à suivre pour que ça me donne envie d'aller chercher encore mieux. Est-ce qu'il peut y avoir l'idée d'aller chercher autre chose? Parce que voilà, je ne l'ai pas signifié, mais il y a quand même beaucoup de courses sur lesquelles tu reviens. Il y a quand même un canevas qui est relativement semblable, il y a quelques évolutions. Est-ce que cette fraîcheur et ce souffle, tu peux aller le chercher aussi en allant chercher d'autres choses, dans d'autres endroits, peut-être d'autres formats? J'ai entendu parler du Thor, etc. Je ne sais pas si c'est un projet. Enfin, ton calendrier 2023, tu nous en as donné quelques contours tout à l'heure. Je crois, tu ne communiques pas encore officiellement dessus. Ça peut aussi venir d'aller chercher un peu de la variété, de l'inattendu. Non, parce que je m'éclate à refaire ce que je fais en fait. Ça se voit, hein. C'est peut-être mon quotidien, mais à Paris, refaire ce que je fais, c'est ce que je fais tout le temps, hein. Je passe tout le temps aux mêmes endroits, je répète les mêmes escaliers, etc. Et répéter les mêmes courses, ça me dérange pas parce qu'à chaque fois la course est différente. La Diag 1, 2 et 3, ça n'a jamais été la même Diag et c'est pas la même course à chaque fois. Donc il y aura des nouveautés, peut-être pas de l'année prochaine. L'année prochaine, il y a une ou deux nouveautés. Mais un jour il y aura le Thor, un jour il y aura la Barclay, oui, l'un et l'autre. Pour l'instant, je m'éclate à faire mon format préféré qui est le 100 miles, 10 000 mètres de dénivelé. Et il y a un truc cool quand tu refais une course, c'est qu'il y a quand même 2-3 trucs où tu prends tes habitudes. Et avoir des habitudes sur une course, ça te permet de continuer à améliorer d'autres aspects. C'est-à-dire que je sais pas, l'UT4M, là ça va être le 3e ou 4e que j'ai fait. Il y a un moment que j'avais mal vécu la première année, que j'ai mieux vécu la deuxième et encore mieux vécu la troisième. Faire la comparaison toutes ces années m'apprend encore beaucoup. Est-ce que aller chercher d'autres nouveautés me permettrait de me rechallenger? Non, parce que s'améliorer sur quelque chose qu'on connaît déjà, je trouve que c'est tout autant nouveau à chaque fois. Donc me refaire là mon 4e UTMB ou mon 5e, je sais même plus, ça y est. 4, je dirais. 4, ouais. Me refaire mon 4e UTMB, c'est encore un nouveau challenge, presque exactement comme si c'était le premier, quoi. Et je ressens pas le besoin, j'ai pas de lassitude à refaire. Il y a ça, et il y a l'autre aspect que ces courses, maintenant aussi, je connais la logistique qu'il y a autour, et donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que à Grenoble, j'ai un ami chez qui je vais être logé, donc je vais économiser sur les frais, parce qu'il y a toute une histoire de budget qui est importante. Je sais très bien que la Réunion, maintenant, je connais le nombre de jours que j'ai besoin d'arriver avant, que j'ai besoin de partir après. J'ai beaucoup moins de galères logistiques à refaire ce que je fais déjà. Donc c'est une forme de sécurité, comme à chaque fois, une forme de confort que j'aime bien. Donc il y a cette paresse, au final, on en revient à ma flemmardise, mais cette paresse qui est toujours présente. J'ai toujours envie de découvrir, mais c'est cool aussi de kiffer en refaisant des trucs qu'on aime bien, quoi. C'est voilà, il y a plein de gens qui me disent mais t'en as pas marre de refaire ça, mais je sais pas, j'ai adoré faire l'amour la première fois de ma vie et pourtant je l'ai refait après, quoi. J'ai pas l'impression de refaire le truc, quoi. Tu dis ça va revenir ou pas? Non, ouais, ça va revenir, ouais. Non, mais ça reste quand même très très dur à chaque fois et c'est une bonne nouvelle. Ça y est, on commence à déraper. Au bout de 2h45, je pense qu'on est bon. On est à 3h. Non, bien sûr que non, on est à 3h07. Ah, 3h07, c'est pas mal là. C'est joli. On commence à attaquer la deuxième partie du podcast qui est donc maintenant. On va pouvoir lancer l'enregistrement maintenant qu'on a bien calé la répète. On va pouvoir appuyer sur Rec.
Je suis en train de me rendre compte qu'on a oublié d'assigner un adjectif à notre Lyon Saint-Élion. Il reste féroce, rigolante, fêlée ou brumeuse. Bien évidemment, ça sera brumeuse parce que cette année, elle était un tout petit peu pluvieuse, elle était un tout petit peu enneigée, mais beaucoup moins que les autres années. Il y a comme d'habitude énormément de boue, mais cette année, on a eu la brume en plus. Et qui rend ce truc à peu près génial où tu te retrouves sur le sommet d'une colline, tu vois pas à 1 mètre devant, tu vois pas à 1 mètre sur les côtés, tu ne vois pas de balisage et donc tu n'es même plus sur un sentier, tu es sur un champ et donc tu cours un petit peu dans le néant et c'est un petit peu ça de temps en temps et ce que j'aime bien c'est donc que tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu es en train de faire. Vu de l'extérieur ça doit être formidable à voir parce que tu es vraiment un mec au milieu de nulle part qui court sans savoir où il va. Et pourtant ça marche et donc c'est le truc que j'ai trouvé plus difficile cette année, c'est qu'on voyait pas les difficultés arriver et on se laisse surprendre. Je suis tombé pas mal de fois et donc c'est quelque chose qui reste qui reste génial. Et alors que cette Saint-Élion, je l'ai fait 4 ou 5 fois en version normale et maintenant 2 fois ou 3 fois en aller-retour, donc j'en suis à 11 fois que je passe au même endroit et pourtant je me laisse surprendre, donc brumeuse. Ça fait partie du package de la Saint-Élion, c'est ce qui m'a cherché. Exactement. Alex, c'est la dernière question traditionnelle du podcast, tu la connais. Tu y avais répondu déjà il y a 2 ans et demi, c'est le motto de la fin. Tu m'avais dit à l'époque, il ne faut pas se fixer de limites, les autres s'en chargent déjà. Est-ce que tu confirmes, tu signes dès demain à ce motto à nouveau? Est-ce que ta philosophie a un peu évolué? Est-ce qu'on te fixe encore des limites? Est-ce que toi tu t'en fixes? Ouais, complètement. Je garde totalement ça. Après, j'enlève le rapport aux autres parce que maintenant, je pense que je regarde encore moins je regarde moins le regard des autres. Là, j'ai cette phrase en ce moment de tu n'as aucun talent, continue, qui est mon gros motto en ce moment, de me dire tu n'as pas de talent, continue. Point. La France a un incroyable talent, mais pas Alexandre Bouchex. Exactement. Enfin, en tout cas, les Suédois s'en sont rendus compte et les Croates aussi, mais pas les Français. Le mec est rageux jusqu'à la fin. Vous ne m'aimerez jamais en France. Je suis le mal aimé. Je suis le coureur mal aimé et je sortirai cette chanson bien évidemment l'année prochaine sur toutes les plus grandes formats de podcasts. Mais oui, en hommage à notre Clo-Clo. En hommage à Clo-Clo, et je passe beaucoup de temps avec Clo-Clo moi dans les oreilles. Tu m'avais cité Podium, je me souviens. Le personnage. Bernard Frédéric, hein, j'adore ce côté pitoyable qu'il a et le fait qu'il soit magnifique dans son aspect pitoyable, et c'est ce qu'on a beaucoup sur les ultras. En fait, on adore être pitoyable sur les ultras ou se rendre pitoyable, et pourtant on est magnifique à être pitoyable comme ça, quoi. C'est un beau mot de la fin, je pense. Voilà, pensons bien aussi donc à être tu n'as pas de talent, continue et sois pitoyable. Mais magnifique. Merci beaucoup Alex pour nos échanges qui pour le coup l'étaient. Et ce retour en arrière sur ces courses épiques de ces 2 dernières années, nul doute qu'elles l'ont vraiment été épiques, et à mon avis c'est ce que tu viens y chercher. J'ai comme l'impression que c'est fait exprès. Le début d'année est propice aux vœux, on n'y est pas encore tout à fait, mais au moment où l'épisode sortira, ce sera le cas. Donc je te souhaite peut-être pas un dry January, mais en tout cas un fat 2023 et beaucoup d'accomplissements sportifs, personnels, perso, voilà, que tu sois heureux et accompli, mais t'as pas besoin de moi pour ça. En tout cas, je te le souhaite très sincèrement. Merci beaucoup, et je me le souhaite aussi. Je me le souhaite aussi, et je te souhaite de continuer à enregistrer tes podcasts, à essayer de trouver. J'ai l'impression que tu as envie d'essayer de trouver aussi, d'essayer à d'autres formats, à d'autres choses en dehors que le gros guillemet, simplement des récits de courses épiques. Je pense que j'ai l'impression que tu as envie d'aller broder un petit peu autour, tester d'autres formats. Donc bon test, découvre de belles nouvelles choses, casse-toi la gueule aussi un petit peu parce que ça fait du bien. Ça fait partie du jeu, ça va revenir, c'est ce que je me dis aussi beaucoup. Mais je pense qu'on va se croiser plusieurs fois cette année à plusieurs endroits sache que si on peut se croiser aussi dans le Grand Col Ferré comme l'année dernière, avec Nico, avec Nico de la bande AD+, si on arrive Grand à se croiser. Col Fréré en l'occurrence. Je l'avais, le jeu de mots, il était pas mal. Mais si j'arrive à vous croiser plus haut dans le col, ça veut dire que ça ira mieux pour moi. Donc j'espère vous croiser plus haut dans le col. Je le souhaite aussi. Merci Alex. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.